Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo concernant la prélogie Star Wars et évidemment nous allons parler de Star Wars 3, la revanche des Sith. Je vais faire très court pour cette introduction car on a vraiment beaucoup de points à aborder sur ce film. En tout cas comme d'habitude je vous invite à aimer cette vidéo, à mettre un commentaire, à la partager mais aussi à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description. Donc maintenant nous sommes partis pour parler de ce fameux film Star Wars épisode 3, la revanche des Sith, sorti en 2005. Il fête ses 20 ans cette année et va ressortir au cinéma pour l'occasion. Toujours réalisé par George Lucas avec Hayden Christensen, Ian McDiarmid ou encore Ewan McGregor. Ce film vient conclure la prélogie Star Wars. Donc, le film commence sur un plan qui nous montre Coruscant de manière très calme, très posée, avec une musique qui est héroïque, On a plusieurs roulements de tambour, des boum, boum. Et là d'un coup on voit les vaisseaux de nos héros Anakin et Obi-Wan apparaître, longer un Venator et là ils descendent dans ce qu'on appelle la guerre totale. Alors tout de suite on va parler de la mise en scène de cette scène d'introduction. Elle commence par un plan de 1 minute, un plan séquence qui suit les vaisseaux de nos protagonistes à travers la bataille et c'est exceptionnel, c'est génial. Tout de suite on rentre dans un rythme très effréné parce qu'il faut savoir c'est que le film on n'a pas le temps de souffler. Tout s'enchaîne et vraiment on va tout de suite vraiment rentrer dedans. Alors pourquoi nos héros sont là? Quel est le contexte? Le sénateur Palpatine, enfin plutôt même le chancelier suprême Palpatine, a été enlevé par le général Grievous. Donc le but tout simplement de nos héros est d'aller sauver le chancelier. Directement, au moment où on a la transition pour les dialogues, donc le plan séquence prend fin, ça se finit sur R2-D2 qui fait son bruit tellement reconnaissable, j'ai envie de dire maintenant, dans la saga, pour lancer une discussion avec Anakin et les dialogues justement entre les personnages. Et tout de suite on voit justement que nos deux héros mènent une escouade de clones. Ils sont accompagnés, qui vont vite être mis en difficulté par les droïdes de la CSI, et tout de suite on va avoir une différence de caractère. On va voir Anakin qui veut aller sauver les clones, qui tient à ses hommes, là où on a Obi-Wan qui est extrêmement pragmatique, qui lui va dire tout de suite bah non c'est leur mission malheureusement, faut qu'on continue de foncer. Et d'ailleurs très vite Obi-Wan va lui-même se retrouver en difficulté avec des vibrodroïdes notamment, qui vont au passage décapiter son droïde. À ce moment c'est pareil, le même protocole va être appliqué par Obi-Wan qui va dire à Anakin de continuer la mission et d'aller sauver le chancelier, sauf que Anakin évidemment va complètement refuser d'abandonner son maître, qui est son ami, et d'ailleurs on y reviendra un peu plus tard dans le film. Dans cet épisode, la relation Obi-Wan-Anakin est extrêmement développée. Bref, nos héros à travers la grande bataille vont réussir à se frayer un chemin jusqu'au vaisseau du général Grievous, et au moment d'arriver, alors tout de suite on va voir directement que Anakin a pris en assurance par rapport au dernier épisode. Ils arrivent, ils se catapultent, que ce soit Obi-Wan ou même Anakin, en dehors de leur vaisseau, et la maîtrise au sabre laser elle est exceptionnelle. Entre Anakin qui sort et qui nous fait des gestes, alors Hayden Christensen est sûrement le meilleur acteur pour ça dans la saga Star Wars. Vous lui donnez un sabre, tout de suite c'est magique, Lui il vous donne des impacts dans ses coups, une technicité, on sent vraiment, enfin c'est quelque chose de vraiment qui va au-delà du film je trouve, la technicité de Hayden Christensen avec un sabre laser, et d'ailleurs il aura l'occasion de nous le prouver une fois de plus j'ai envie de dire dans ce film Star Wars épisode 3, et même vous voyez Obi-Wan qui sort et qui lui vous fait une toupie en découpant littéralement les droïdes sur son chemin. On voit que les deux Jedi par rapport à l'épisode 2 et pour Obi-Wan par rapport à l'épisode 1 ont clairement progressé techniquement. Une fois le hangar nettoyé, on sent tout de suite une présence du côté de Anakin et Obi-Wan, celle du comte Dooku. Donc ça nous mène vraiment à une rencontre inévitable entre les trois personnages qui, on se rappelle, se sont quittés la dernière fois lors de Star Wars épisode 2, avec Obi-Wan complètement KO et Anakin avec un bras en moins. On se retrouve donc dans un ascenseur qui ne veut plus marcher, donc R2-D2 doit les sauver, tout ce genre de choses. Alors ce qui est assez, encore une fois, assez marquant, c'est la technicité une nouvelle fois de Anakin. Là où Obi-Wan lui appelle à la patience et attend, Anakin lui, on retrouve son caractère développé dans Star Wars épisode 2, une tête brûlée réelle, va commencer à faire un trou dans le toit de l'ascenseur, sortir, R2-D2 va entre deux, relancer l'ascenseur, et là on va avoir des super pirouettes de la part de Anakin. Comme je l'ai dit, c'est peut-être des choses un peu anodines dans le film, mais on montre l'évolution de la technicité du personnage, que ce soit dans sa maîtrise de la force, ou même dans ses techniques au combat, comme je l'ai dit. Et c'est très important dans ce début de film, puisque comme je l'ai dit, tout s'enchaîne vraiment hyper rapidement. Rien à voir avec l'introduction de Star Wars 2 qui prenait son temps, ou avec même l'introduction de Star Wars 1 qui pourtant était déjà assez dynamique. Star Wars épisode 3, en même pas 10 minutes, vous arrivez au premier duel, puisque nos protagonistes vont retrouver le chancelier Palpatine dans une grande salle qui est complètement menottée d'ailleurs à son siège. Au moment de parler au chancelier, celui-ci va annoncer l'arrivée de Dooku, et là on va le voir arriver avec deux super droïdes de combat. D'ailleurs on retrouve très vite le sarcasme de Obi-Wan qui dit directement au chancelier « Ne vous inquiétez pas, les seigneurs Sith, c'est notre spécialité », alors que rappelons-le tout de même que le comte Dooku, comme je l'ai dit, leur dernière rencontre, alors on va pas prendre les événements de The Clone Wars, on va faire comme si cela n'existait pas, puisque là on parle vraiment des films, mais en termes de film, la dernière rencontre entre tous les protagonistes de cette scène, c'est littéralement dans Star Wars épisode 2, donc plusieurs années auparavant.
c'est la grande revanche, j'ai envie de dire. Donc le duel commence très vite, hein, avec Doku qui disait justement qu'il attendait ce moment depuis très très longtemps, et on voit tout de suite une certaine stratégie qui est mise en place par le duelliste. Comme il sait qu'il est en infériorité numérique, il va faire en sorte que Obi-Wan soit vite séparé de Anakin, pour justement pouvoir se concentrer dessus, et ça fait partie évidemment du plan de Palpatine, puisque plusieurs fois, au cours du duel, Doku va justement essayer de le faire basculer, va mettre vraiment l'accent sur le fait qu'il a de la haine, de la colère, et qu'il ne s'en sert pas. Donc comme je le disais, très vite, il va séparer les deux, et s'occuper d'Obi-Wan. Obi-Wan est très vite neutralisé par Doku, donc ça montre que Doku est vraiment toujours aussi fort que dans l'épisode 2, cependant Anakin, lui, va vraiment lui tenir tête. Et là, on va voir une différence technique entre les deux extraordinaire. Encore une fois, comme je le disais dans le début du film, on nous a vraiment montré Anakin avec des grosses prouesses au niveau de la force et de la technicité au sabre, bah c'est parce qu'il fallait tout de suite le préparer pour ce duel. Si on n'avait pas montré ça, Anakin serait arrivé, entre guillemets, sans réelle démonstration de puissance à l'écran, et on se serait dit, non mais attends, même si les années passent, comment ça se fait qu'il domine autant Doku? Parce que là, c'est vrai que dans le duel, on rappelle tout de même que Doku est un des meilleurs duellistes de la galaxie, à cette époque, si ce n'est le meilleur duelliste. Anakin va vraiment être hyper malin dans ses coups. Déjà, le combat est vraiment extrêmement bien chorégraphié. Les phases de dialogue, comme je l'ai dit entre les deux, avec Anakin, on sent la colère de celui-ci, hein, tout de même. Même s'il se limite, justement, il fait en sorte de ne pas l'utiliser parce qu'il ne veut pas céder à ses sentiments. Mais on sent tout de même qu'il y a tout de suite cet esprit de revanche, justement. Doku, comme je l'ai dit, va fortement appuyer en disant d'utiliser ses sentiments. Il va clairement faire le schéma, j'ai envie de dire, classique des Sith, pour faire basculer quelqu'un dans le côté obscur. Sauf que je pense que malgré le fait que Doku s'attendait à mon avis à avoir un Anakin beaucoup plus entraîné par rapport à leur première confrontation, je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que Anakin soit aussi fort, et justement, ça ne passe pas que par le sabre. Lorsque Anakin va réussir à neutraliser Doku, donc en lui coupant les mains, si vous faites attention aux détails, on va voir qu'Anakin met justement un petit coup de poing au niveau des mains de Doku pour créer un déséquilibre dans sa position, et ce qui va faire que Doku justement va pouvoir se faire trancher littéralement les deux mains par Anakin. Donc Doku étant neutralisé à ce moment-là, on arrive à un premier moment clé pour Anakin. On rappelle d'ailleurs qu'au final, il s'est un petit peu vengé de Doku, hein. Au final, l'application œil pour œil, dent pour dent, c'est littéralement appliqué, puisque lui avait pris son bras, là il l'a complètement tranché les deux mains, donc on va dire qu'il a quand même bien pris sa revanche, que Doku est désarmé et n'est plus une menace. Cependant, on se retrouve dans la position où Anakin a le choix entre le laisser vivre ou le capturer. Évidemment, le choix logique du Jedi, c'est de le capturer. Cependant, qu'est-ce qu'il va se passer? Palpatine va tout simplement lui dire de l'exécuter, sans bien évidemment une retenue de la part de Anakin, malgré la colère qu'il a. Donc c'est pas comme si Anakin était tout de suite un monstre sanguinaire qui veut justement tuer son adversaire désarmé. Surtout que Anakin étant développé comme un grand guerrier, alors justement à travers l'épisode 3 on va le voir plusieurs fois puisque c'est tout de même un leader, on sent qu'il est proche de ses hommes, notamment la première scène comme je le disais où il veut aller sauver littéralement les clones. Et après, évidemment, il y a toujours The Clone Wars, mais comme j'ai dit pour cette critique, nous ferons en sorte d'éviter d'utiliser les éléments de l'univers, se concentrer justement sur ce qu'on a vu au grand écran. Bref, à ce moment-là, on sent la retenue de Anakin qui, même s'il a ce côté plus guerrier, j'ai envie de dire que les autres Jedi, reste tout de même dans l'hésitation, mais Anakin se laisse persuader par le Palpatine, qui en plus fait usage de l'autorité finalement. Il reste le chancelier suprême, donc c'est celui qui officiellement a le droit de prendre des décisions de ce style, d'appliquer justement l'exécution d'une personne. Donc Anakin va exécuter le comte Doku et allant au final à l'encontre des dogmes Jedi. D'ailleurs, immédiatement après avoir exécuté le comte Doku, il va une nouvelle fois faire part à Palpatine finalement, puisque à ce moment-là Obi-Wan est toujours KO, justement qu'il n'aurait pas dû le faire. Palpatine va continuer justement de l'utiliser en lui disant non, c'est exactement ce qu'il fallait faire, il t'avait pris tes bras, tu lui as pris la vie. C'était en gros bien fait pour sa gueule, quoi, il faut dire ce qui est. D'ailleurs, le comte Doku étant éliminé, ça arrange bien Palpatine qui directement dit à Anakin clairement de laisser Obi-Wan, hein. Il faut le laisser là où il est, de toute façon si on le prend, c'est nous qui allons mourir, tout genre de choses. Bien évidemment Anakin refuse parce que c'est son maître, et son ami surtout. D'ailleurs pour voir un petit peu vraiment le vice de Palpatine, au moment où Anakin parle justement des doutes sur l'acte qu'il vient de faire d'exécuter le comte Doku, Palpatine ne va pas hésiter à réutiliser l'histoire des Hommes des Sables avec la mère de Anakin, et le massacre qu'il a perpétré. Donc on utilise vraiment, comme je l'ai dit, des moments sensibles de Anakin tout de suite, pour le pousser à faire les mauvais choix finalement, les choix qui le feront basculer plus tard vers le côté obscur. Enfin bref, le chancelier est libéré, nos protagonistes vont pour s'évader tout simplement, sauf qu'entre deux la bataille fait rage, et d'ailleurs une nouvelle fois, George Lucas, comme dans Star Wars épisode 2 sur la bataille de Geonosis, va vraiment se faire plaisir dans cette bataille de Coruscant, une grosse bataille vraiment stellaire finalement, extrêmement bien coordonnée, très rythmée. C'est super, donc le vaisseau de Grievous se fait littéralement toucher, ce qui inverse finalement les condensateurs de gravité. Bref, il se retrouve vraiment dans une situation délicate, Obi-Wan se réveille, il est sur le dos de Anakin dans un ascenseur, enfin dans une cage d'ascenseur complètement déserte. Bref, comme je l'ai dit, on n'a pas le temps de souffler dans cette introduction. Et justement, nos protagonistes vont réussir au final à retrouver, j'ai envie de dire, le pied ferme sur un couloir et vont se faire capter par des rayons tracteurs.
avant d'être envoyé vers le fameux Général Grievous. Alors Grievous, il nous avait été présenté un peu plus tôt dans le film, je ne l'ai pas dit tout de suite volontairement parce qu'on était vraiment sur, je pense, quelque chose d'extrêmement important concernant les protagonistes, mais ce que j'ai beaucoup aimé avec Grievous, c'est justement déjà son thème. On va en parler un peu plus tard, mais les premières fois où on le voit, les premières notes, on sent vraiment un impérialiste droïde, en fait. Enfin, un général droïde qui n'en est pas un, c'est un Kalish. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est présenté vraiment sous une forme très mécanique, forcément. Prouve justement qu'il est tout de suite mis en avant. Déjà, le personnage est très imposant, faut dire ce qui est. Il a un design qui est franchement extraordinaire. Moi, je le trouve vraiment exceptionnel, le design du général Grievous. Mais en plus, la musique qui l'accompagne est elle aussi vraiment extraordinaire. Il est l'heure de la rencontre entre nos protagonistes et ce fameux général Grievous. Tout de suite, le général Grievous va un petit peu taquiner, j'ai envie de dire, Anakin en lui disant tout simplement qu'il l'imaginait plus vieux, ce à quoi Anakin va tout simplement lui répondre que lui, il l'imaginait plus grand. Alors tout de suite, on voit l'assurance de Anakin Skywalker, on sent, comme je l'ai dit, ça fait partie de l'évolution du personnage par rapport à l'épisode 2. Et ce qui est fort, encore une fois, dans cette introduction, c'est que George Lucas, il a tout de suite mis de l'action à foison, mais les fois où les personnages vont justement parler, ou même dans leur langage corporel, tout ce genre de choses, ça suffit à développer leur évolution entre l'épisode précédent et celui-ci. Contrairement à ce, comme je le disais, dans l'épisode 2, où on a vraiment pris le temps, etc. Là, non, c'est très effréné. Grievous, on nous le dit pas clairement, mais on comprend très vite que c'est un chasseur de Jedi, puisqu'il collectionne tout simplement les fameux sabres laser des Jedi, en disant que ça va être des bonnes additions à sa collection, tout ce genre de choses. C'est devenu un petit peu un mème d'ailleurs. Et quand on connaît le général Grievous, alors, on remet dans le contexte, je fais un petit aparté bien évidemment, mais le Grievous de Clone Wars 2003, quand vous voyez justement, tout simplement, la machine à tuer que c'est, vous comprenez pourquoi il a autant de sabres à sa taille, justement. Au passage, en termes d'unité, on a l'introduction des fameux Magna Guard, qui sont la garde rapprochée du général Grievous. Dans le Legends, ça a été à sa demande, c'est ceux qui sont censés se rapprocher le plus, il me semble, du combat des Kalish. Donc forcément, Grievous va dire à ses Magna Guard de tuer les Jedi, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que R2 va sauver le coup. En fait, au moment où ils se clashent un petit peu, ils se taquinent, eux, ils vont tout de suite dire « Ah non, c'est pas fini, hop, R2 », et puis R2, il va faire en sorte de disjoncter, ça va créer tout simplement une panique totale, les Jedi vont en profiter pour réussir à se libérer, et là, Grievous, premier réflexe du personnage, c'est se barrer. Littéralement, il se barre. Tout de suite, on nous présente ce personnage comme étant un lâche, malgré qu'il soit un général quand même, le général de l'armée droïde, et au final, à ce moment-là, officiellement, le dernier représentant de cette grande armée de la CSI, puisque le comte Dooku est décédé. Mais non, premier réflexe, il se barre. D'ailleurs, c'est un petit peu, quand on regarde par rapport à Clone Wars 2003, il y a clairement eu un patch, et je pense que c'est une bonne décision, parce que dans Clone Wars 2003, bien que les scènes soient magnifiques, extrêmement impressionnantes, que Grievous soit vraiment une machine à tuer et une hyper grande menace, le petit reproche que je peux avoir avec ça, justement, c'est qu'il soit beaucoup trop cheaté. Il est beaucoup trop cheaté, quoi. Il met à mal, littéralement, Ki-Adi-Mundi, par exemple, qui est tout de même un membre du Conseil Jedi. Et il met à mal plusieurs fois Shaak-Ti. D'ailleurs, Shaak-Ti, plusieurs fois, elle se fait mettre à mal par Grievous, plusieurs fois, elle meurt, au final... c'est un bordel complet, hein. Les morts de Shaak-Ti dans Star Wars, même dans Star Wars épisode 3, vous avez une scène coupée de Grievous qui exécute Shaak-Ti sous leurs yeux. Enfin bref, c'est un bordel. Donc au final, le général réussit à s'enfuir, donc pour lui, mission accomplie finalement, j'ai envie de dire. Et les Jedi, là, se retrouvent vraiment dans une position très délicate. C'est-à-dire que le vaisseau est en train de littéralement se cracher, il se sépare en deux, il se coupe en deux complètement, hein, d'ailleurs, il se coupe en deux, donc ils ont vraiment un demi-vaisseau. Heureusement, on a un héros à notre bord, il se nomme Anakin Skywalker. Il va réussir l'exploit, parce que c'est littéralement un exploit, vu de la vitesse auquel ils arrivent, du peu de maniement qu'il doit y avoir dans le vaisseau, et bref, tout le contexte qu'il y a autour de ça, il va réussir à le poser sur Coruscant. Alors, ce sera pas un atterrissage en douceur, mais le nécessaire est fait, le chancelier est sauvé, grand exploit de Anakin Skywalker, et surtout, comme je l'ai dit, ça continue à nous montrer que Anakin est vraiment extrêmement doué, et que même Obi-Wan, j'ai envie de dire, dans cet épisode, et surtout ce début d'épisode, est même plutôt affaibli par rapport à Anakin. Quand on voit le développement des deux, Anakin, c'est celui qui va neutraliser Dooku, c'est celui qui va réussir à sauver son maître, c'est celui qui va sauver finalement ce qui reste du vaisseau, enfin bref. Dans ce début de film, Anakin, il est vraiment... c'est le héros. C'est le héros vraiment originel. Je peux pas faire plus simple. Il est accompagné tout le temps de musique très épique autour de lui, hein, peu importe dans les actions, que ce soit au début, avec la bataille de Coruscant, ou comme je l'ai dit, avec son duel avec Dooku. Dès qu'on voit Anakin à l'écran, quand vous constatez ça sur les 10, 20, même 30 premières minutes, il a toujours une musique extrêmement héroïque derrière lui. Donc après avoir sauvé le coup, bien évidemment, il faut retourner au Sénat, parce qu'il faut tout de même redéposer notre cher chancelier sur son trône, hein, j'ai envie de dire. Et ce qui se passe, qui est assez marrant je trouve comme scène, et qui développe justement cette relation entre Anakin et Obi-Wan, parce qu'on a quand même eu un saut de plusieurs années entre le 2 et l'épisode 3, qu'on a évidemment pas vu à ce moment-là, puisque The Clone Wars n'était pas sorti, et il y avait Clone Wars 2003 à l'époque, mais c'était assez bref, j'ai envie de dire, même si c'était extrêmement bien. C'est vraiment un chef-d'œuvre cette petite série. Mais ouais,
on se retrouve avec une scène qui est vraiment assez fun à suivre, puisqu'on a Anakin qui en gros dit à Obi-Wan, bon allez, faut aller au Sénat. Obi-Wan lui dit, non mais t'inquiète pas, vas-y, c'est toi qui as tout fait, t'es le héros cette fois-ci, prends ta gloire auprès des politiques. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que les deux se renvoient la balle. Et aucun des deux ne veut y aller en fait. Concrètement, les deux sont très ennuyés à l'idée, je pense, d'aller avec les politiques. Au final, Anakin lui dit, bon ok, j'y vais, mais tu m'en dois une. Tu m'en dois une. Et puis après, Obi-Wan, d'ailleurs, il se charrie un peu parce qu'Anakin va dire, c'est peut-être la 10e fois que je te sauve. Et Obi-Wan va répondre, non, non, c'est la 9e, Katoneo Moidia, ça comptait pas, blablabla. Bref, je trouve que c'est sympa parce que ça nous montre justement cet aspect frère qu'ils ont. Qu'ils sont vraiment proches. Au final, Obi-Wan, lui, va directement retourner au temple Jedi, là où Anakin va accompagner les politiques. D'ailleurs, ils sont accueillis par Mace Windu, et tout de suite, Chancelier Palpatine va dire à Windu que effectivement Dooku a été neutralisé grâce aux deux Jedi, mais que cependant, le général Grievous s'est une nouvelle fois échappé. Et d'ailleurs, premier réflexe de Mace Windu, c'est de dire, bah oui, c'est un lâche. Tout de suite, on sent évidemment que le général Grievous a une sacrée réputation vraiment de lâche, hein, finalement, comme le dit Mace Windu. Et d'ailleurs, directement, Mace Windu va dire, parce qu'en fait, Palpatine va lui révéler qu'effectivement, le Sénat continuera de voter la suite de la guerre, finalement, en disant qu'il faut continuer cette guerre, que le général Grievous ne sera pas appréhendé ou neutralisé. Et tout de suite, Mace Windu va répondre justement que du coup, ce sera leur mission principale, parce qu'il faut stopper cette guerre. Alors à travers ça, ça nous montre que les Jedi, même si comme je l'ai dit dans l'épisode 2, et même au cours de cette guerre, vont s'éloigner de leur dogme, hein, puisqu'ils vont devenir littéralement des chefs de guerre, ils ne veulent pas la faire pour autant. Ils veulent justement aller au plus vite et tout de suite couper cette guerre, notamment, et on verra plus tard que justement le Conseil Jedi a plusieurs doutes concernant Palpatine et ils se rendent compte qu'au final cette guerre lui sert vraiment bien. Ce qui est assez sympa je trouve aussi, c'est que Anakin lui va parler avec le sénateur Bail Organa, il va le féliciter bien évidemment, tout ce genre de choses. C'est assez marrant quand on sait plus tard que Bail Organa sera le père adoptif finalement de sa fille, et justement en parlant d'enfants, Padmé est présente, ils se retrouvent et puis encore une fois c'est vraiment une scène qui je trouve est hyper touchante. Le jeu de Hayden Christensen et même de Natalie Portman est hyper juste. Et une nouvelle fois, ça va apporter quelque chose parce que je vais continuer de parler de la romance puisqu'on en avait parlé beaucoup dans l'épisode 2 où je disais justement que c'était une romance entre deux personnes adolescentes qui s'y connaissent pas vraiment, etc. Dans cet épisode 3, une nouvelle fois dans l'évolution des caractères et des personnages, on a l'évolution de cette romance. On sent tout de suite qu'ils sont beaucoup plus matures au moment de se retrouver. Et évidemment, Padmé lui annonce la grande nouvelle, elle est enceinte de lui. Anakin tout de suite en fait, il est heureux. Bien évidemment qu'il est heureux. Il est heureux et il est pris même par l'émotion, il est très ému. C'est quelque chose que je trouve vraiment extrêmement bien fait de la part de George Lucas. Quand on connaît la suite du film, vous remarquerez quand même que dans ses interactions, Anakin, on met beaucoup en avant ses côtés sentimentaux, que ce soit son amitié, que ce soit l'amour qu'il peut porter aux gens, et c'est quelque chose qui va vraiment favoriser, j'ai envie de dire, la suite du film, et qui fait que ce film est aussi impactant aussi d'ailleurs. Dans ce temps, Grievous, lui, s'est enfui sur le système Utapao, et ce qui est vraiment bien, encore une fois, avec l'arrivée de Grievous sur cette scène, c'est encore une fois la musique de John Williams. De toute façon, sur cet épisode 3, je pense que je vais pas vous dire à chaque scène à quel point la musique de John Williams est exceptionnelle, parce que je pense vraiment que sur l'épisode 3, John Williams, c'est impossible de faire mieux, de toute façon c'est impossible. C'est impossible et il a fait que des masterclass. Il a vraiment fait que des masterclass, mais c'est vrai que l'arrivée de Grievous, avec sa musique justement qui continue, et qui, comme je l'ai dit, fait très impérialiste. En fait, on dirait un peu une musique qui pourrait parfaitement aller à un personnage de notre vie réelle, qui est Napoléon, je trouve. Essayez de faire des montages avec le film de Ridley Scott et mettez la musique du général Grievous. Je trouve vraiment, en fait, ça fait un peu penser à ce genre de choses. C'est une musique qui, comme je l'ai dit, très impérialiste et qui fait vraiment leader finalement. Donc il arrive sur Utapao. Premier réflexe, c'est de évidemment avertir le Seigneur Sidious, puisque lui n'est pas au courant que Palpatine égale Dark Sidious. Donc il le prévient en disant bah le comte Dooku est malheureusement décédé, bref, les Jedi ont réussi à le récupérer. Tout de suite Palpatine, d'ailleurs, très franc avec Grievous, hein, au final, va lui dire bah de toute façon, c'était prévu qu'il meure en gros. La mort de Dooku était nécessaire. Tout de suite, il va annoncer qu'il aura bientôt un futur apprenti bien plus puissant. Et surtout, très important une nouvelle fois pour la suite du film, il va ordonner à Grievous de réunir les chefs finalement de la CSI pour justement leur dire de partir sur Mustafar car la guerre va bientôt se terminer. Chose que Grievous va bien évidemment faire. Encore une fois, j'en profite, je vais faire une petite aparté, mais ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film, c'est que la prélogie a permis à Ian McDiarmid tout simplement de montrer son talent d'acteur, parce que c'est vrai que dans Star Wars épisode 6, on le voit que très peu, et surtout dans des scènes très limitées, j'ai envie de dire, là où effectivement, tout au long de la prélogie, on a pu voir différemment son jeu d'acteur. Et justement, Ian McDiarmid, il faut savoir, c'est vrai que en termes de film, il n'a pas eu une énorme carrière cinématographique, mais c'est un acteur de théâtre, et on le sent d'ailleurs. Il est, je pense, un des meilleurs acteurs de cette trilogie, et ce que j'ai beaucoup aimé avec l'épisode 3, c'est que Palpatine va vraiment être mis en avant et être au premier plan. Là où dans l'épisode 2 et l'épisode 1, il est tout le temps en personnage secondaire, là il est vraiment dans les personnages principaux, et on va pouvoir voir l'étendue du jeu d'acteur de Ian McDiarmid qui est juste phénoménal. Justement, comme je le disais, on était sur un rythme hyper effréné,
Et là, le film va enfin commencer à prendre son temps. Et justement, ça va commencer avec Padmé, qui rêve de sa vie. Alors, ils sont actuellement dans l'appartement de Padmé, dans cette scène, évidemment. Il y a Anakin et Padmé. Padmé est là, elle contemple un peu le ciel de Coruscant, elle dit « Où est-ce que nous élèverons nos enfants ?» Enfin bref, elle rêve de sa future vie de mère. Là où Anakin, lui, il est clairement en train de l'admirer, de lui dire qu'elle est extrêmement belle, tout ça. Et justement, comme je le disais, entre le dialogue dès l'épisode 2, où comme je le disais, on sentait une insouciance, on sentait un peu cet aspect un peu coincé, là, on sent que les deux ont grandi, justement. Ils ont pris en maturité. On va enchaîner avec les fameux cauchemars de Anakin. Et là, c'est le début, j'ai envie de dire, des problèmes pour ce personnage. Encore une fois, ce qui est malin de la part de George Lucas, c'est d'utiliser une nouvelle fois cet aspect des cauchemars, puisque c'est l'aspect qui avait été utilisé dans l'épisode 2, l'épisode 2 qui comporte à mon avis le plus gros échec de la vie de Anakin Skywalker, outre ce qui se passera plus tard, mais à ce moment-là, c'est tout de même de ne pas avoir pu sauver sa mère, à qui il avait promis de venir la libérer. Justement, l'utilisation de ces cauchemars une nouvelle fois, ça permet de donner finalement un alibi à Anakin pour commencer à avoir des doutes sur la façon dont il peut sauver sa femme. Donc il se réveille, dans son rêve, il voit clairement Padmé mourir en donnant la vie. Padmé se réveille elle aussi d'ailleurs, elle voit qu'il est préoccupé, à ce moment-là il est clairement préoccupé. Elle lui demande ce qu'il y a, Anakin ne veut rien dire à ce moment-là, et justement, Padmé va lui dire « Mais depuis quand n'avons pas nous été sincères entre l'un et l'autre ?» Et à ce moment-là, Anakin va justement lui raconter ce qu'il a vu. Et évidemment, Padmé va vouloir le rassurer en lui disant que ça n'arrivera pas, qu'elle sait qu'avec lui elle est en sécurité, tout ce genre de choses. Mais encore une fois, comme je le disais, ça montre la maturité des deux. Parce que contrairement à l'épisode 2, ils parlent, ils sont posés, ils prennent le temps. Ils parlent comme un couple qui va avoir un enfant finalement. Et comme je l'ai dit, ce qui est bien, c'est que par rapport à l'épisode 2, et justement, c'est pour ça que dans l'épisode 2, cette romance devait être imparfaite, c'est pour que dans l'épisode 3, on voit l'évolution du personnage. Si ça avait été parfait tout du long, il n'y aurait pas eu d'évolution, et comme il y a des sauts temporels entre les films, si on fait pas, entre guillemets, j'ai envie de dire, pas d'un extrême à l'autre, mais si on ne marque pas justement ces changements, bah comment on remarque une évolution de personnage finalement? On ne peut pas. D'ailleurs, même Padmé va dire à Anakin qu'il faudrait peut-être demander à Obi-Wan, qui pourrait peut-être l'aider. Et Anakin, malheureusement, refuse cette aide. Et peut-être, quand on verra par la suite, il aurait peut-être dû, justement, en parler avec Obi-Wan, parce que Obi-Wan, on le découvrira en plus dans The Clone Wars, même si dans Star Wars épisode 3, il va rester assez hermétique à tout ça. Mais quand on découvre un petit peu tout ce qui se passe dans The Clone Wars, justement, par rapport aux relations qu'a pu avoir Obi-Wan, et finalement à son passé, j'ai envie de dire, je pense que ça aurait peut-être été le maître Jedi, justement, qui aurait été le mieux placé pour pouvoir aider Anakin et qui n'aurait pas forcément eu comme Yoda, parce que Yoda, on va enchaîner sur cette scène où Anakin fait part de ses visions. Alors il ne dit pas directement que c'est Padmé, tout ce genre de choses, mais il dit qu'il voit une personne qu'il aime mourir, etc. Et Yoda, au lieu de utiliser un petit peu un rôle, j'ai envie de dire, de grand frère ou quoi que ce soit, lui va rester aussi très hermétique et beaucoup trop affilié à ses dogmes. Il va lui dire, bah il faut en gros renoncer à cette personne, il faut arrêter de penser à ça parce que ça mène au sentiment du côté obscur. Bref, à ce moment-là, c'est absolument pas ce qu'Anakin doit, et à mon avis veut entendre non plus. Je pense qu'il aurait eu besoin des conseils d'un ami, d'un frère, justement, de Obi-Wan. Et quand, justement, dans cette scène, on voit l'hermétisme de Yoda, bah en fait, ça commence un petit peu à créer une sorte de fragilité entre Anakin et l'Ordre Jedi. Justement, le manque de compassion des Jedi qu'on pouvait mettre en avant, justement, depuis le début de cette prélogie, est parfaitement illustré dans cette scène. Et c'est, encore une fois, super bien joué de la part de George Lucas, parce qu'il faut appuyer là-dessus. On est dans le film où tout se passe, où le dénouement va arriver, et surtout où tout va s'effondrer, j'ai envie de dire, pour eux. Donc si on montre pas les Jedi dans leurs faiblesses et dans leurs défauts, comment on va encore une fois justifier leur chute? D'ailleurs, après tout ça, Anakin et Obi-Wan vont enfin se retrouver, mais encore une fois, Anakin va être dans une position un peu délicate, puisque Obi-Wan va lui faire part tout simplement des doutes qu'il éprouve auprès de Palpatine, sauf que pour Anakin, bah Palpatine c'est son ami. Donc vous vous rendez compte un petit peu de la position encore une fois délicate à ce moment-là dans laquelle il se trouve, puisque évidemment, clairement Obi-Wan va lui dire de se méfier de Palpatine. Et encore une fois, c'est son ami, et comme je l'ai dit, et comme on le voit dans l'intégralité de la trilogie, Anakin n'a pas beaucoup d'amis. Donc vous imaginez un petit peu la situation dans laquelle il se fait mettre très rapidement, entre Yoda qui est un petit peu n'est pas du tout pédagogue, l'envoie pas chier non plus, mais il n'est pas du tout... il se met pas à sa place, donc il ne sait pas de le comprendre, etc. Et Obi-Wan qui juste après vient lui dire ça, et pareil, ne se met pas à la place de Anakin, et tout ce genre de choses. Bah ouais, la fissure entre l'ordre et Anakin commence vraiment à se faire nette. Et encore une fois, qui va en profiter? C'est bien évidemment notre ami Palpatine. Palpatine va retrouver Anakin justement dans son bureau, parce que en fait c'est justement ça qui inquiète Obi-Wan, c'est que Palpatine demande spécialement à voir Anakin dans son bureau, et il va lui faire une requête très particulière, qui est celle d'être ses yeux et ses oreilles au conseil. En gros, d'être là pour faire la transition, et même j'ai envie de dire d'être le médiateur entre la République et les Jedi,
puisqu'en fait Palpatine va jouer sur le fait que justement il commence à y avoir un écart de vision entre les deux, et du coup il faut faire en sorte de pouvoir avoir quelqu'un qui fasse la médiation. Et évidemment, Palpatine, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, mais si, ils vont t'accepter, parce que Anakin n'y croit pas une seconde au début, il est là, il dit non mais ça va pas marcher parce que le conseil élit ses propres membres, donc ça sert à rien. Sauf que Palpatine, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien appuyer en disant oui, oui, ils vont te prendre, c'est sûr, il serait inconscient de refuser tout ce genre de choses. Évidemment, lorsque Palpatine fait ça, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien que Anakin va juste se prendre une méchante recale. Au final, Anakin, lorsqu'il se présente face au conseil dans la scène suivante, évidemment, tout de suite, tout le monde trouve ça hyper troublant de la part d'un chancelier suprême, mais surtout Mace Windu, lui, encore une fois, bon... Vraiment, Mace Windu, c'est un personnage que j'aime bien, mais je le trouve extrêmement détestable. Aucun tact, aucune pédagogie face à ça. Anakin, de base, on rappelle que lui, il ne fait que transmettre une demande. Il n'y a pas forcément demandé grand-chose, lui, à la base. Mais il lui dit quoi? Il lui dit on t'a admis au conseil, mais t'as pas le rang de maître. Et forcément, la pilule, à ce moment-là, elle passe très très mal pour Anakin. Ça passe vraiment très très mal. D'ailleurs, encore une fois, face à cette frustration, le conseil Jedi, enfin, surtout Mace Windu, qu'est-ce qu'il va lui dire? Bah, assieds-toi. Wow. Enfin, excusez-moi. Je veux bien qu'il a peut-être déconné au moment où il perd un peu son sang-froid, etc. Mais comme je l'ai dit, reprenez le début du film. Au début du film, il fait énormément d'actions héroïques, tout ce genre de choses. Et là, comment il se fait remercier depuis qu'il arrive? Mais il se prend des claques dans la gueule depuis son retour. Il ne fait que se prendre des claques dans la gueule de la part de l'ordre Jedi. Limite, on a l'impression que c'est un bon à rien. Alors au final, oui, c'est un grand honneur pour un padawan, pour quelqu'un comme Anakin à ce moment-là, aussi jeune en plus, d'être admis au conseil sans forcément le rendre maître. Mais comment c'est dit et comment c'est formulé de la part de justement de Mace Windu, mais je trouve ça hyper brusque, c'est hyper brutal et comme il le fait sentir un peu comme une sous-merde hein, finalement. Alors ouais, je trouve ça hyper mal payé quand même parce que, comme je l'ai dit, Anakin, vraiment depuis le début du film, il fait un sans faute, c'est un héros, c'est le héros de la République littéralement. Sans lui, il n'y a plus de chancelier, sans lui, il n'y a plus ça, sans lui, Obi-Wan, il y reste. Mais encore une fois, ben, son ambition, et d'ailleurs il le dira lui-même plus tard, son ambition le tue, mais en même temps j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas normal de le récompenser à ce moment-là? Ça, chacun fait son opinion là-dessus, mais moi je pense dans tous les cas que la communication des Jedi avec Anakin, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. On dirait vraiment, depuis qu'il est revenu de cette mission de Coruscant, il ne fait qu'enchaîner les défaites avec eux. Vraiment, c'est un truc de malade. D'ailleurs, au moment où Anakin va se vexer et dire non mais c'est un scandale, etc., en arrière-plan, si vous faites attention, il y a le début des notes de Vador. On entend le début, le fameux toun toun. Sauf qu'au lieu de continuer et de faire justement la musique de Vador, on change de scène et on passe sur une musique qui est plus joviale. Mais si vous tendez bien l'oreille à ce moment-là, et malheureusement je peux pas vous l'afficher, parce que sinon Disney va littéralement me couper la vidéo, bah vous entendrez justement ce passage de Vador. Et je trouve qu'encore une fois, c'est très important ce foreshadowing, surtout dans l'épisode où justement cette transition est censée arriver, bah au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte que George Lucas il est en train de plonger son personnage, qui est présenté comme un héros au début du film, dans l'introduction je le rappelle, il est en train de le plonger dans le noir. Entre deux, on apprend que Yoda, lui, va aller sur Kashyyyk, qu'il va aller aider les Wookiees qui sont en difficulté face à la CSI, surtout qu'on apprend qu'il a justement des bonnes relations avec eux, ce qui nous permettra d'ailleurs d'avoir un petit caméo, j'ai envie de dire, de la part de Chewbacca, mais aussi le grand général Tarful, qu'on peut retrouver plus tard, justement, dans Star Wars Jedi Fallen Order, entre autres. Continuons sur Anakin, parce qu'Anakin, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il en prend vraiment plein la gueule, mais alors là, c'est encore pire. Il se confie après Obi-Wan, il essaye d'avoir un petit peu de réconfort en lui disant que justement, il trouve ça, il explique clairement sa frustration, et malgré ça, Obi-Wan va lui répondre que c'est un honneur, tout ce genre de choses. Bon ça, ok, c'est normal un petit peu, j'ai envie de dire, de le remettre, j'ai envie de dire, un peu à sa place, sans pour autant, et je trouve que là-dessus, sa communication, Obi-Wan, elle est bonne. Il lui dit, voilà, c'est un honneur, c'est jamais arrivé. En gros, il lui fait comprendre l'importance de cet acte, et l'importance de ce rang, et je trouve que sur ça, ça passe bien, mais c'est la suite où ça passe pas bien, et d'ailleurs, on remarquera à ce moment-là que même Obi-Wan est gêné de la situation, puisqu'il va demander tout simplement à Anakin d'espionner le chancelier. Et on sent vraiment que justement Obi-Wan, au moment de le dire, vous regarderez que ce soit dans l'acting de McGregor, ou même dans les paroles qu'il emploie, il est pas serein. Il sait, je pense, que c'est quelque chose à ne pas faire, et d'ailleurs il le dit lui-même, parce qu'Anakin dit, mais attendez, on était en conseil il y a quelques temps et on ne m'en a pas parlé. Oui, parce qu'en plus c'est officieux, mais en fait on l'utilise, et d'ailleurs c'est ce que va lui répondre Anakin, il va lui dire, on veut que j'espionne un ami. Alors encore une fois, c'est un peu particulier je trouve de la part des Jedi, puisque comme je l'ai dit, depuis le début il en prend un peu plein la gueule Anakin, il vient de se faire recaler 5 minutes avant, et puis là il lui file une mission extrêmement importante, j'ai envie de dire, d'une vigueur qui dépend clairement, et qui peut sceller ou non la fin de l'ordre Jedi. On lui demande tout ça, d'espionner un ami, en plus on lui demande un peu en catimini, vous rajoutez la frustration initiale qu'il a, et là on lui demande d'être quelqu'un qui est un traître.
Bah franchement, je trouve que l'ordre Jedi, il en demande énormément à Anakin, qui depuis le début, comme je l'ai dit, à la base était vraiment un héros, et en plus, il lui en demande énormément sans aucune réelle reconnaissance. Moi, je trouve vraiment que la communication de l'ordre Jedi, elle est pas bonne, et à ce moment-là, comme je l'ai dit, je sens que Obi-Wan, lui-même, trouve ça... alors, je pense qu'il est pas contre le fait d'espionner Palpatine, mais le fait de demander à Anakin, comme ça, et je pense que même lui, le connaissant, parce que c'est quand même son maître, il sait que c'est pas le moment, eh bien... ça ne fait qu'accentuer, comme je l'ai dit, cette cassure, et justement cette demande, je pense que c'est ce qui va vraiment briser le lien entre l'ordre et évidemment Anakin Skywalker. Évidemment, après on enchaîne avec une scène où Obi-Wan est avec Yoda et Windu dans Coruscant, et cette scène est vraiment extrêmement importante aussi. C'est une discussion qui est un petit peu banale, donc évidemment, Obi-Wan fait un peu un rapport en disant tout simplement que Anakin n'a pas du tout apprécié cette demande, et qu'il la prend pas du tout avec le sourire, et évidemment Windu, lui, alors oui, vraiment, même moi il m'agace, hein. Franchement, Mace Windu, même moi il m'agace, mais tout ce qu'il trouve à dire c'est ouais, j'ai pas confiance en lui, il est imprévisible, tout genre de choses. Alors sur le fait, il a pas forcément tort, Anakin est imprévisible, mais en fait, il devient peut-être aussi imprévisible par rapport au traitement qu'on lui inflige, j'ai envie de dire. Et c'est justement ce manque de remise en question de la part de certains membres de l'ordre Jedi qui vont peut-être le pousser à faire des conneries plus tard. Et surtout qu'après, tout de suite, Obi-Wan, lui, va essayer de prendre j'ai envie de dire, le dos de son padawan en disant tout simplement, mais attendez, c'est peut-être l'élu, tout ce genre de choses. Mace Windu va continuer à être très très méfiant, et c'est surtout là où ça devient important, et cette phrase est hyper importante pour la suite du film, c'est que Yoda va tout simplement dire que la prophétie pourrait avoir été mal interprétée. Et là, ça jette un petit peu un froid tout de même. Que rappelons-le, mais grosso modo, la fameuse prophétie interprétée par les Jedi dit qu'en gros, un Jedi arrivera et rétablira l'équilibre dans la Force en anéantissant les Sith. D'ailleurs, les états d'âme de Anakin commencent à se faire ressentir sur son couple, puisque sur la scène suivante, Anakin est chez lui et parle justement de la situation avec Padmé. Padmé, on va dire qu'elle essaye un petit peu de parler avec lui en lui disant oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans le mauvais camp finalement, tout genre de choses, et Anakin est vraiment très très brusque, chose dont il n'était pas encore coupable, j'ai envie de dire, dans ce début de film. Il était très doux avec sa femme, tout genre de choses, mais là on sent que la situation commence vraiment à le peser, qu'il est au bord du craquage, hein, faut dire ce qui est. Il est là, il explique la situation à Padmé, Padmé elle essaye pas de le réconforter, mais elle essaye au début plutôt de dire oui mais peut-être, nanana, elle essaye un peu de lancer un débat. Anakin le coupe, hein, puisqu'il est très très brusque dans ses réponses, il est à cran. Enfin bref, c'est pas terrible, et ça enchaîne d'ailleurs avec la fameuse scène du théâtre, parce que évidemment, notre cher Palpatine, lui, va continuer son petit plan, parce que là, tout se passe bien hein, pour lui. Pour Palpatine, franchement, depuis le début, il gagne tout. Il gagne tout, et justement, tout de suite, Palpatine, lorsqu'il va rencontrer Anakin au théâtre, il va se placer en victime. Il va faire passer les Jedi pour des complotistes, des gens malhonnêtes, il va dire qu'en gros, ils utilisent Anakin, tout ce genre de choses. Bien évidemment, il va jouer à fond sur la peur et la frustration d'Anakin, lui-même, parce que c'est clairement lui qui a imbriqué ces fameux cauchemars où il voit Padmé mourir, tout ce genre de choses. C'est clairement Palpatine qui est derrière tout ça, donc il sait très bien ce qui se passe. Il va commencer à jouer sur les peurs, justement, et les craintes de Anakin concernant ça, en lui racontant la fameuse histoire de Dark Plagueis le Sage, l'homme, enfin plutôt le Sith, qui avait la capacité de créer la vie et de maintenir ses proches en vie, même si lui-même, malgré tout, l'ironie de l'histoire, n'a pas su se maintenir lui-même en vie. Mais, chose importante, et c'est là qu'on va voir vraiment le mensonge de Palpatine en 4K, Full HD, tout ce que vous voulez, il va lui dire, il a tout appris à son apprenti. Vous voyez, il le glisse un petit peu comme ça dans la discussion. Donc forcément, là, Anakin, il commence un petit peu à se dire, oh là, j'ai peut-être trouvé ma solution, auprès de qui je peux l'apprendre. Palpatine, qu'est-ce qu'il va lui répondre, bien évidemment? Pas auprès d'un Jedi. Vous voyez la chose arriver. Au passage, il en profite pour bien dénigrer les Jedi, puisqu'il va dire qu'ils sont pas finalement si différents des Sith, qu'ils sont égoïstes. Et malheureusement, avec ce qui se passe à l'écran à ce moment-là, bah, est-ce qu'on peut vraiment donner tort à Palpatine? Alors sur les dogmes, bien évidemment qu'on lui donne tort, mais je parle vraiment sur ce qu'on voit à l'écran, sur ce que Anakin subit depuis son retour. Est-ce qu'on peut lui donner tort à Palpatine? Bah absolument pas, malheureusement. On peut pas du tout d'ailleurs. Et ce qui est assez drôle, c'est comme je l'ai dit, il va jouer aussi sur beaucoup de peur. Il va réutiliser, comme je l'ai dit, un petit peu la mort de la mère de Anakin, tout ce genre de choses. Bref, cette scène du théâtre, elle est hyper importante et moi je l'adore dans sa mise en scène, la discussion, vraiment les dialogues sont super bien écrits, la musique en arrière-plan, elle est très sombre, pourtant c'est la musique de la représentation du théâtre, mais vraiment génial. Et d'ailleurs, un petit peu avant que Anakin rentre dans cette fameuse salle de théâtre, on voit un petit caméo de George Lucas, donc c'est vraiment très sympathique. Évidemment, pendant ce meeting, enfin j'ai envie de dire cette rencontre plutôt entre les deux, Palpatine va en profiter pour glisser à Anakin que Grievous se trouve sur Utapau, les renseignements de la République l'ont intercepté. Bon, c'est un peu du pipeau, on sait très bien que c'est lui qui forcément l'a envoyé là-bas, donc il sait où il est, j'ai envie de dire. Anakin va retourner auprès du conseil, faire part de l'information, il va demander à prendre le lead de cette opération, encore une fois il va se faire envoyer bouler, on va le confier en plus à Obi-Wan. C'est génial, hein, on n'accentue pas du tout la frustration. Et ce que j'aime bien, c'est qu'après c'est un petit peu coupé avec une grosse scène de guerre sur Kashyyyk, avec le débarquement des droïdes, un petit peu un débarquement version Normandie dans Star Wars, et la mise en scène, encore une fois, c'est génial. C'est génial,
on a une armée qui est complètement menaçante, qui est extrêmement développée face aux Wookiees qui sont des guerriers, j'ai envie de dire primaires, avec les clones, l'alliance des deux. Enfin, on se retrouve encore une fois, comme je l'ai dit, sur le même archétype qu'on a depuis la représentation de la guerre des clones au cinéma par George Lucas. Il en fait beaucoup, il en fait des caisses, ça explose de partout, il y a des lasers qui vont de droite à gauche. Enfin, c'est très dynamique, j'ai envie de dire nerveux, mais ça marche quoi. Ça marche et c'est tellement bien fait, accompagné encore une fois d'une super musique de John Williams. Bref, cette scène, elle est exceptionnelle, elle fait vraiment office finalement, j'ai envie de dire, de transition. Mais quelle scène encore une fois, quelle scène! Et la transition, puisque là on se retrouve encore une fois sur une scène très importante pour le film. Anakin qui s'excuse envers Obi-Wan. Obi-Wan il le rassure directement et là c'est ce qu'on veut voir de Obi-Wan. C'est le frère qu'il est pour lui, il lui dit « Je sais que en gros t'es frustré, mais t'es un plus grand Jedi que moi, t'as un grand avenir, etc. » Et surtout qu'à ce moment-là c'est le moment où justement Obi-Wan embarque pour Utapau. Et en fait ce qui est marrant c'est, enfin ce qui est même marrant version, je dirais plutôt ce qui est triste avec cette scène, c'est qu'au final Anakin va lui dire bah que la force soit avec toi. Et on a justement Obi-Wan qui va lui répondre Goodbye old friend. Et c'est la dernière fois que les deux se verront en tant qu'amis, puisque la prochaine rencontre ne sera pas aussi amicale. Et moi, à chaque fois que je vois cette scène, ça me fait toujours un pincement au cœur. Parce que Anakin, on sent qu'il est perturbé, il a pas encore fait son choix, bien évidemment, il est pas encore Dark Vador, j'ai envie de dire. Il a envie, je pense, d'en parler avec Obi-Wan, il a envie de l'impliquer plus. Mais en fait, je pense qu'il se dit tellement que Obi-Wan est dans le dogme des Jedi, et bien que il ne peut pas l'impliquer dans sa vie privée, en fait. Et justement, je trouve ça hyper intéressant puisque ça rejoint un peu les propos de Dave Filoni qui disait que si Qui-Gon avait été là, tout aurait été différent. Bah oui, parce que je pense que Qui-Gon, c'est pareil, il aurait pas eu de mal, Anakin, à lui parler de sa situation avec Padmé, tout ce genre de choses, ses rêves, tout ce qui se passe finalement, puisque Qui-Gon, lui, avait cette image de ne pas avoir peur justement d'envoyer chier le conseil, et il ne suivait pas les dogmes des Jedi aveuglément. Là où Obi-Wan, malheureusement, c'est un petit peu son défaut de vouloir être ce Jedi trop parfait, j'ai envie de dire, et c'est peut-être ça qui fait que justement, il y a eu cette relation de frère entre les deux personnages. Jamais cette relation père-fils, comme pouvait avoir Qui-Gon avec Anakin justement. Et dans ce genre de moment, on le sait très bien, un père aurait pu rassurer Anakin. Et malheureusement, ben, on sent que au moment où les deux se séparent, alors Obi-Wan ne se doute de rien, parce que lui, forcément, c'est impossible. Mais tout de suite, le jeu d'acteur, j'ai envie de dire, de Hayden Christensen, la frustration qui revient, on sent qu'il est perdu complètement, il est clairement perdu. En gros, on comprend après que les cauchemars vont continuer pour Anakin, on le retrouve en plein milieu du salon de chez Padmé, perdu, encore une fois, complètement à l'ouest. D'ailleurs, Anakin va apprendre que Obi-Wan est passé au matin même et qu'il est passé voir Padmé avant de partir parce qu'il se sent inquiet pour son padawan. Et encore une fois, c'est la preuve. Alors on l'apprendra plus tard dans The Clone Wars, mais Obi-Wan savait clairement pour les deux. Et justement, c'est pour ça que je le dis, c'est hyper frustrant qu'il en ait pas parlé avec Obi-Wan et que, bah, au final, bah, on se met à la place de tout, on se rend compte que c'est un énorme drame finalement, tout ce qui va arriver au personnage de Anakin. Et Anakin, encore une fois, il va en faire part, justement, j'en parlais tout à l'heure de son ambition, il va en faire part auprès de Padmé en disant que justement il se connaît, il veut la sauver, il a envie, et il lui promet d'ailleurs, hein, il fait cette promesse charnelle, j'ai envie de dire, et solennelle de la sauver, et il lui parle de ses ambitions. Padmé, elle dit mais je suis en sécurité avec toi Anakin, enfin bref, elle voit pas de raison en fait réellement de s'inquiéter comme ça, là où Anakin lui est clairement en train de péter un câble, il commence à sombrer, hein, faut dire ce qui est. Obi-Wan lui il arrive sur Utapau, il est accueilli par, j'ai envie de dire, le président de cette planète finalement, qui va lui indiquer très discrètement qu'il est pris en otage et qu'il y a il y a vraiment des milliers de droïdes sur les étages supérieurs avec le général Grievous justement. Obi-Wan va s'y rendre sur son fameux lézard de compète, moi j'appelle ça comme ça me fait toujours rire, bien évidemment c'est pas le nom de l'espèce, mais vraiment j'adore cette espèce hein, pour le coup, mais c'est le nom, il ne me revient pas. Alors il s'agit d'un Boga, c'est le nom de cette espèce. Bref, il utilise ce Boga pour se déplacer sur la planète et il va trouver bien évidemment le général Grievous qui a réuni comme prévu les séparatistes, qui va les envoyer sur le système Mustafar notamment, et à ce moment-là, on a la fameuse scène, très connue, qui est devenue elle aussi un mème, hein, j'ai envie de dire, à travers tout ça, le fameux « Hello there » de Ewan McGregor, pour annoncer clairement qu'il est là, face à Grievous, et là, on a tout de suite un début de duel entre les deux, avec au début Grievous qui veut fuir, qui voit que Obi-Wan, non, il partira pas, ça va être la confrontation entre les deux, donc là, ils s'affrontent. Grievous qui sort ses fameux 4 sabres en disant qu'il a été initié par le Code Dooku. Exceptionnel, vraiment, ce personnage de Grievous, je trouve. Il est vraiment cool parce qu'il déjà il a une fonction cool, comme j'ai dit, il y a un design classe, mais même dans sa manière de se battre, etc. George Lucas, il a inventé, il a pas été chercher quelque chose déjà fait ou quoi que ce soit, et c'est bien fait quoi. On a un duel qui est vraiment cool, qui part très vite en course-poursuite, avec notamment les clones qui interviennent, puisqu'entre deux, bien évidemment, c'est le début de cette fameuse bataille de Utapau, mais on a un duel vraiment qui est assez sympa, qui est coupé par des courses-poursuites très dynamiques, encore une fois, qui d'ailleurs apparemment aurait été mise en scène et aurait été supervisé par Steven Spielberg, donc
c'est cool, franchement c'est cool, hein, ce film a vraiment tout pour être parfait. Hein. Dans cette courte poursuite, Obi-Wan va clairement perdre son sabre qui va être récupéré par son commandant clone, le commandant Cody. De notre côté, on a les clones qui mettent évidemment au courant Mace Windu, Anakin et le Conseil Jedi que Obi-Wan a bien engagé la bataille sur Utapao. Et tout de suite Mace Windu va dire à Anakin d'aller prévenir Palpatine. Et il va tout de suite aussi d'ailleurs parler d'un potentiel complot dès le départ en fait de Anakin. Mace Windu va dire aux autres membres qu'il sent un complot envers les Jedi et qu'en gros, il faut se méfier. Bref, lui Anakin, il arrive, il va prévenir justement le chancelier et il va aussi lui dire qu'il sent que le conseil ne lui dit pas tout. Et là, Palpatine va tout simplement se révéler, hein, puisque directement il va lui proposer de le former, parce qu'il va lui dire que bien évidemment, il lui promet une vie plus exaltante avec un plus grand pouvoir, tout ce genre de choses. Anakin, sur le coup, il comprend tout de suite que Palpatine est un Sith et par extension, il comprend que c'est lui, le fameux apprenti de Darth Plagueis qui connaît les pouvoirs de son maître. Donc ça fait un bon argument de vente quand même de la part de Palpatine pour faire basculer Anakin. Mais pour autant, Anakin va tout de suite être assez agressif envers le chancelier et lui dire que la tentation de le tuer est très grande. Palpatine va faire du Palpatine, j'ai envie de dire. Il va commencer vraiment à lui rentrer dans le cerveau. C'est quelque chose qui va être exceptionnel, je trouve, cette scène. Et le jeu d'acteur de McDiarmid qui va être là, qui va dire « Tue-moi, je sais que tu le ferais, t'es puissant. » Et à la fin, il va lui dire « Apprends le pouvoir du côté obscur, le pouvoir pour sauver Padmé. » Évidemment, Anakin, il lui dit, hein, pour le coup, il lui ment pas, il lui dit « Moi, je vais devoir vous dénoncer. » C'est ce qu'il fera. Il va le dénoncer auprès de Mace Windu. Mais entre deux, on a la fin de combat entre Obi-Wan et justement le général Grievous qui est extrêmement brutal. Faut dire, la fin du général Grievous, elle est très très brutale. Et après, justement, on a la continuité de cette bataille de Utapao. Pendant ce temps, Mace Windu est prévenu par Anakin, qui part avec Kit Fisto, Sai Settin et Headcott, il me semble hein, que c'est bien ce nom-là, le nom du Jedi en question. C'est fou, hein, c'est que j'ai farmé The Clone Wars, j'ai farmé énormément de comics, etc. À chaque fois, ce Jedi-là, c'est celui qui me perturbe le plus. Anakin, il veut accompagner Mace Windu, et évidemment, qu'est-ce qui se passe pour Anakin? Une nouvelle fois, il se fait bien recaler comme il faut, donc en gros... Super, la frustration là je pense qu'elle est au max. Hein. T'as bien été utilisé comme un pion et tranquillement t'as le maître Jedi qui depuis le début te fout un pressing monumental, te dit non toi tu vas aller attendre dans la chambre du conseil que je revienne. Putain, arrête de... Enfin franchement c'est quoi cette manière de l'infantiliser? Je vous jure, moi quand je revois le film à chaque fois ces moments là il m'agace. C'est volontaire, hein, c'est clairement volontaire de la part de George Lucas. Et c'est tellement agaçant, je veux dire il fait tout le boulot et puis eux ils y vont, voilà. Donc clairement la frustration de Anakin à ce moment là, je la comprends, ajouter à ça le fait que maintenant il sait que c'est le Sith et que c'est potentiellement le seul qui peut sauver Padmé de ses craintes, ajoutez vraiment, il y a vraiment tout est fait à ce moment-là pour que Anakin fasse un choix de merde. Et d'ailleurs, scène magistrale, pour moi une des scènes les plus sous-cotées de la saga puisque personne n'en parle presque. Mais quand Anakin est dans ce fameux conseil Jedi, la colorimétrie déjà elle est exceptionnelle. Un orange très sombre comme on retrouve dans l'épisode 2. On voit que Anakin ressent Padmé à travers la chambre du conseil jusqu'à l'appartement et que Padmé justement le ressent aussi et je trouve que cette scène elle est tellement forte. On a un son en arrière-plan, c'est même pas une musique, c'est plus un son assez qui fait ressentir justement le doute, la peur. Et ce qui est fort c'est que les deux se ressentent alors qu'au final Anakin lui il la ressent par la force, c'est normal. Padmé elle n'étant pas sensible à ça, elle le ressent vraiment, c'est son amour, c'est l'amour qui fait qu'il se ressente. Et je trouve que émotionnellement cette scène elle est tellement puissante, elle est vraiment hyper forte. Émotionnellement, mise en scène, la colorimétrie, la photographie, enfin bref c'est une scène qui pour moi est exceptionnelle. Et d'ailleurs pendant ce temps là on a eu Mace Windu qui lui a confronté Palpatine, un duel a été engagé puisqu'il se révèle clairement en étant Darth Sidious. Il va d'ailleurs éliminer très rapidement les 3 acolytes de Mace Windu. Alors c'est vrai qu'à l'écran ça peut paraître assez ridicule dans le sens où ce sont des maîtres Jedi et qui se font vite éliminer, hein, en moins de 30 secondes il ne reste plus que Windu. Alors il faut savoir c'est que Palpatine, alors ça a été précisé dans la novélisation, en réalité elle est tellement vite que c'était juste imperceptible pour les Jedi et que en fait c'était impossible quoi, clairement ils étaient sous-entraînés de toute façon les Jedi à ce moment-là, tellement ils étaient arrogants, ils avaient entre guillemets pas cette crainte finalement de retrouver des Sith etc, donc ils sont pas forcément entraînés aux formes de combat, j'ai envie de dire de duel, tout ce genre de choses. Windu lui c'est sa maîtrise du Vapad qui va le sauver, mais clairement si Windu n'avait pas maîtrisé le Vapad, je pense qu'il y passait aussi vite. Comme je l'ai dit, la novélisation nous dit qu'à ce moment-là Palpatine va à une vitesse jamais vue en gros. Et donc forcément ils se font dégommer. Alors à l'écran malheureusement on n'a pas autant assisté là-dessus de la part de George Lucas. C'est dommage mais en même temps ça aurait pas été lisible sinon je pense comme action. Mais on se retrouve sur un duel qui honnêtement n'est pas incroyable. Je vais pas mentir, je suis pas trop fan du duel entre Windu et Palpatine parce que je trouve que les mouvements sont très stéréotypés, il est assez mou. Et enfin voilà, je trouve qu'il est pas exceptionnel. Ce qui est exceptionnel c'est plutôt ce qui va en découler bien évidemment. Puisque à ce moment-là Anakin a pris la décision au conseil d'aller voir ce qui se passe.
Alors peut-être pas sauver Palpatine forcément directement, mais voir ce qui se passe au moins. C'est là que cette scène devient justement magistrale, c'est que quand Anakin arrive, Windu a dominé Palpatine, il a réussi à le mettre hors d'état de nuire, et pourtant, lorsqu'il arrive, Anakin voit littéralement Windu avec le sabre sur le devant du visage de Palpatine. Celui-ci lui répond avec des éclairs, mais clairement il est en train de se faire défigurer, et surtout du grand acting, hein, j'ai envie de dire, de la part de Ian McDiarmid, mais aussi de son personnage, qui est là en train de dire « Non, j'en peux plus, pitié, je suis trop faible, épargnez-moi ». Vraiment, là je vous traduis parce que moi j'ai plus de souvenirs vraiment de ce qu'il dit en VF, et là je l'ai vu en VO ces derniers moments, mais exceptionnel le acting de Ian McDiarmid sur cette scène. Et Anakin, forcément, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit non, il doit être jugé, tout ce genre de choses. Et ce qui est assez ironique, c'est qu'avec Dooku, il a pas eu cette réflexion du tout. Et là, c'est justement tout l'aspect sentimental de Anakin, tout cet aspect de c'est mon ami déjà de 1, de 2, c'est potentiellement le seul qui peut sauver sa femme, et de 3, Windu, en plus, ayant été un énorme connard depuis le début, bah tu te dis pourquoi Anakin devrait lui rendre une sorte de fleur, j'ai envie de dire. Et en fait, l'acting de Palpatine, qui va se jouer clairement victime, qui en plus se fait défigurer, etc., va faire pencher la balance. Anakin va trancher la main de Mace Windu. Palpatine a réussi. Anakin Skywalker a sombré. Et d'ailleurs, lorsque Mace Windu est catapulté dans Coruscant, une scène qui pour beaucoup... alors beaucoup veulent voir Windu survivre. Je ne comprends pas cette logique parce que cette scène, c'est toute la symbolique en fait au final. Déjà, Windu a une belle mort pour commencer. Et surtout... il meurt, mais il entraîne la chute de l'ordre Jedi, j'ai envie de dire. À ce moment-là, c'est là que la chute de l'ordre Jedi arrive. Et pour moi, Windu ne doit pas survivre. Alors beaucoup, je l'ai dit, fantasme, y compris l'acteur Samuel Jackson, mais non. Désolé pour moi, Windu est mort, point final, ça s'arrête là. Évidemment, Palpatine se lève. Sur le coup, on a Anakin qui fait « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais il se soumet, en fait, très vite à Palpatine et va lui dire « Je suis prêt à apprendre auprès de vous, etc. » Et Palpatine défiguré, que ce soit au niveau de la voix, que ce soit au niveau de son visage, va l'anoblir en tant que Dark Vador. Et là, c'est vraiment un acting qui est légendaire de la part de Christensen et de Ian McDiarmid, parce que les deux, ils nous livrent une performance entre Palpatine qui clairement montre sa satisfaction, son plan a réussi, et Christensen qui montre comment son personnage sombre. Et encore une fois, l'argument, souvenez-vous, pour ceux qui ont vu les behind the scene, pourquoi Hayden Christensen a été choisi par George Lucas? Parce que George Lucas a senti que cet acteur avait la présence du côté obscur en lui. Et à ce moment-là, cette scène, elle justifie complètement les propos de Lucas lorsqu'il a choisi Hayden Christensen. Et vraiment, Hayden, performance extraordinaire dans cet épisode 3, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, après avoir parlé du récit. Entre deux, on a Yoda qui sent quelque chose, il fait un petit malaise, etc. Bref, Palpatine, lui, va envoyer clairement Vador, finalement, j'ai envie de dire, pour massacrer les Jedi qui restent dans le temple, car ce sont des traîtres. Ils veulent s'en prendre à la République, ils veulent prendre justement, ils veulent faire un coup d'état finalement, et en plus de ça, justement tout à l'heure j'ai insisté sur le mensonge de Palpatine concernant les fameux pouvoirs Dark Plagueis qu'il avait enseigné parfaitement à son apprenti. À ce moment là, qu'est-ce qu'il dit Palpatine quand tout est fait? Il dit alors oui, un de nous a réussi, mais je suis sûr que si on travaille à deux on va réussir. Et là on se rend compte qu'en fait il a clairement menti hein, concernant les pouvoirs de Plagueis, il les maîtrise pas du tout, donc c'est vraiment quelque chose de fort, franchement c'est beaucoup trop fort, j'ai envie de dire. Et donc Anakin s'en va dans le fameux temple Jedi, et c'est le début de l'ordre 66. Je tiens encore une fois à préciser, la mise en scène, tout est parfait. Anakin qui marche sur le temple Jedi avec la musique, exceptionnel, comment c'est filmé. On sent littéralement que ça va être un carnage hein, dans le temple Jedi, très clairement. Et ensuite on enchaîne assez vite hein, avec l'ordre 66, la musique de John Williams. Encore une fois, ça commence avec la Jedi Temple March. Et après c'est avec Cody qui va rendre, en plein milieu de la bataille du Tapao, le sabre de Obi-Wan, qui va être là, qui va dire allez, on va gagner, tout ce genre de choses. Bref, ils s'encouragent les deux comme des amis, hein, j'ai envie de dire. Et d'un coup, il reçoit ce fameux message, ordre 66. Pouf, il carabine Obi-Wan qui est sur son boga à ce moment-là. Et vraiment, ce qui marque le début de cet ordre 66, c'est une scène qui me fait toujours mal au cœur. C'est quand on entend le cri du boga qui tombe et qui chute avec le début de la musique. Waouh, extraordinaire. Donc là, c'est une scène vraiment qui dure plusieurs minutes, mais qui est tellement lourde. On voit évidemment Yoda qui est abattu, hein, il en peut plus, et nous non plus. Hein. Moi, en tant que spectateur, je peux voir le film des milliers de fois, j'ai toujours la larme à l'œil, voire même des pleurs par moment devant ce film, hein. Clairement, faut dire ce qui est. Ce film est tellement pour moi puissant et profond. Cette scène, elle inspire tout, et pour moi, la scène de l'ordre 66, elle va au-delà du cinéma. Elle va au-delà du cinéma parce que là, vous avez la parfaite combinaison entre ce que doit être une réalisation parfaite, c'est-à-dire la manière dont c'est filmé, Ki-Adi-Mundi sur Maegito,
Quand il dit en avant, on voit ses clones qui le suivent, d'un coup la caméra se baisse, un plan sur les jambes des clones qui se stoppent et qui là l'allume complètement. Ayla Secura qui se fait démonter littéralement d'une violence inouïe. Bref, c'est extraordinaire. On a l'alliance de tout, la photographie, la réalisation, la musique, le montage. Je pleure sur le poulet. Cette musique est exceptionnelle, tout est exceptionnel à ce moment-là. Et vraiment, Star Wars épisode 3, c'est pour moi un des chefs-d'œuvre du cinéma. C'est un chef-d'œuvre du cinéma, il est tellement sous-estimé, mais cette scène de l'Ordre 66, pour moi, ça va au-delà. Ça va au-delà. Ça atteint des dimensions qui n'ont pas encore été égalées. Je vais clairement le dire. Cette scène, surtout, c'est celle où il tue les enfants. Celle où Anakin débarque. Alors, on voit clairement le temple Jedi qui est assiégé, les Jedi se faire massacrer, mais quand il monte dans la chambre du conseil, que les enfants viennent, et ils disent, en gros, ils se sentent rassurés en le voyant. Ils se disent, ça y est, on va enfin avoir un sauveur. Et puis là, biou. Oh là là. On n'oserait plus faire ça. On n'oserait plus faire ça. Entre deux, on a Yoda qui réussit, lui, à échapper à l'Ordre 66. On a Bail Organa qui, justement, lui, en voyant le raffut au temple Jedi, vient pour voir ce qui se passe, tout simplement. Et puis il se fait chasser par les clones qui abattent, encore une fois, un jeune Jedi devant lui. Le jeune Jedi qui est d'ailleurs joué par le fils adoptif de George Lucas. Mais waouh, vraiment, c'est des scènes qui sont extrêmement, extrêmement dures à voir. Et puis encore une fois, comme je l'ai dit, par rapport à la rumination, quand Anakin sentait Padmé à travers le temple Jedi, là on voit Padmé qui voit l'état du temple Jedi et qui se met tout simplement à craquer. Elle pleure, c'est fou. C'est vraiment dur. Franchement, c'est dur. Et encore une fois, quand Yoda part et réussit à échapper à l'Ordre 66 de Kashyyyk, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a l'implication de Chewbacca, qu'on retrouvera bien évidemment plus tard, que ce soit dans Solo, ou même justement dans la trilogie originale et la post-logie. On voit aussi Tarful, tout ce genre de choses. On sent qu'il y a des adieux. Pourtant, on les voit pas, hormis ça, réellement, Yoda enfin, la relation entre Yoda, Tarful et Chewbacca. Mais en une scène, George Lucas, encore une fois, il arrive à nous faire ressentir des émotions qui sont très fortes. Et justement, Bail Organa, c'est là qu'il va être très important, et qui lui va faire décoller le Tentative 4 pour réunir les Jedi, notamment Yoda et Obi-Wan surtout. Anakin, lui, il revient voir Padmé entre deux, et il lui parle de l'attaque. Anakin, il lui raconte littéralement que les Jedi ont trahi la République, ce que lui ne voudra pas faire, et Padmé a complètement peur. Mais Anakin, lui, il se montre très rassurant envers elle, et d'ailleurs, il part sur Mustafar, qui est une planète très importante aussi, puisque cette planète a été designée par George Lucas. C'est la vision, en fait, lui-même l'a dit, c'est sa vision de l'enfer, finalement. En ce temps, dans le Tentative 4, Yoda, Bail et Obi-Wan se mettent tout simplement au courant, en disant qu'évidemment, les clones se sont retournés, que des Jedi meurent. Enfin bref, ça a été un bordel au temple, ça c'est Bail qui les prévient. Et tout de suite, justement, il capte qu'il y a un message un petit peu de piège, finalement, qui dit aux Jedi de venir au temple pour se rendre, etc., qu'il faut vite y aller, etc. Mais en gros, c'est clairement une excuse pour les piéger. Ce qui va inciter forcément Yoda et Obi-Wan à y retourner pour éviter justement que les autres Jedi soient piégés. Et en même temps, Bail, lui, va avoir une autre mission. Il va être informé d'un congrès au Sénat de la part du sénateur, enfin même de l'empereur, du chancelier suprême, Palpatine. Encore une fois, là pour moi, c'est une scène qui dépasse le cinéma. La puissance, la mise en scène, le montage, la musique, tout. On a Dark Vador qui arrive premièrement en enfer. Il arrive en enfer puisque, comme je l'ai dit, Mustafar, c'est la vision de l'enfer de George Lucas. Dark Vador, il y arrive. Il y arrive et il massacre dans une violence inouïe les leaders de la CSI qui eux l'attendaient en se disant que c'était juste pour déclarer la paix, tout genre de choses. Ils se font massacrer, ils se font dégommer vraiment. Pendant ce temps, on a Obi-Wan et Yoda qui progressent dans le temple, mais c'est surtout là le discours de Palpatine qui est légendaire. La promulgation du Premier Empire. Mais ce que j'aime bien, c'est que ce discours commence. On a un premier plan sur Padmé qui inquiète. On a un cut. On voit justement la découverte au fur et à mesure du massacre, de l'auteur même du massacre du Temple Jedi par Obi-Wan et Yoda. Ensuite, on revient sur le massacre que Anakin est en train de perpétrer, puisqu'en fait, on voit évidemment les jeunes Padawan qui sont au sol. Obi-Wan qui dit, en premier lieu, il dit comment aurait-il pu survivre? Yoda lui dit, mais ceux-là n'ont pas été tués par des coups de blaster, ils ont été tués par des sabres, par un sabre laser. Et là, on a justement Obi-Wan qui vient dire, mais qui aurait pu faire ça? Et là, on revient tout de suite sur Anakin qui est là en train de déchiqueter littéralement tous les membres de la CSI. C'est extrêmement violent, je trouve, pour le spectateur. C'est violent à encaisser émotionnellement, mais aussi, comme je l'ai dit, pour le spectateur. Et là, on continue avec le discours, finalement, de Palpatine qui est exceptionnel. Il est tellement charismatique, il est tellement waouh. Il est tellement waouh. Et là, Ian McDiarmid, comme je l'ai dit, il est là. C'est l'apogée de l'empereur. Là, on a cette phrase légendaire qui est prononcée par Padmé qui dit « La liberté s'éteint sous une pluie d'applaudissements, sous les triomphes. » Et Palpatine a gagné. Il a gagné. Au passage, on a Obi-Wan qui, lui, en profite pour recalibrer le fameux message. Au final, il le transforme en message d'avertissement aux Jedi en leur disant de surtout pas revenir au temple. Et Obi-Wan, lui, il veut voir la vérité. Yoda, il sait très bien ce qui s'est passé. Il a très bien compris et il dit à Obi-Wan, si tu vas voir plus loin, sache que
tu risques vraiment de te provoquer d'énormes souffrances. Et là, évidemment, il regarde les fameuses vidéos de la surveillance du temple Jedi. Et on voit Anakin qui est en train de massacrer littéralement tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Obi-Wan est sous le choc. Et Ewan McGregor, encore une fois, exceptionnel. Exceptionnel son acting à ce moment-là. Il est dévasté. Il est complètement dévasté et Yoda, lui, il reste pragmatique en fait. Il reste dans cette lignée qu'on avait au début du film. Il lui dit clairement qu'il faut les neutraliser en fait. On doit les tuer. Là, et vraiment, Yoda, il va au-delà des dogmes Jedi. Il dit clairement, faut qu'on tue les Sith. Il faut qu'on les tue. Et évidemment, Obi-Wan, il est là, il dit non, je n'affronterai pas Anakin, c'est mon frère, je peux pas faire ça. Et Obi-Wan, il est là, il lui dit, il lui dit tout ça à Yoda, et encore une fois, il se confie émotionnellement. Et Yoda, très pragmatique, qui lui dit, Anakin est mort, il a été consumé par Dark Vador. Et tu ne peux pas affronter l'empereur. D'ailleurs, il a pas tort. Hein. Obi-Wan n'aurait pas fait le poids face à l'empereur. Il faut savoir que l'empereur est le seul, il me semble, personnage dans le canon qui maîtrise toutes les formes de combat. Honnêtement, il aurait eu aucune chance. Aucune chance. Et quand on voit d'ailleurs comment Yoda lui-même va en chier, ça aurait été clairement compliqué pour Obi-Wan. Obi-Wan, lui, du coup, il va aller retrouver Padmé parce que forcément, il ne sait pas où est Anakin. Donc, il va aller retrouver Padmé et on sent que Padmé, elle ne veut pas l'aider. Et donc, tout de suite, Obi-Wan, il va être honnête avec elle. Il va lui dire que Anakin a basculé du côté obscur de la force. Et elle ne veut pas. Et elle ne peut pas d'ailleurs le croire. Obi-Wan, lui, comme je l'ai dit, il est honnête. Et Obi-Wan, il comprend que Anakin est le père de l'enfant. Et il dit d'ailleurs, Anakin is a father, isn't he? Elle le regarde complètement déboussolé, il lui dit I'm so sorry. Et là, encore une fois, un montage épique sur l'œuvre de Vador. On voit Mustafar, j'ai envie de dire, la pièce avec tous les cadavres des gérants de la CSI. Et ce que j'aime avec cette scène, c'est qu'on voit Vador qui regarde au loin. On voit le crépuscule, j'ai envie de dire, sur la planète Mustafar. On voit cette lumière qui se fait tout simplement remplacer par des nuages très très sombres qui disparaît petit à petit avec un gros plan sur Anakin qui a la larme à l'œil. Et vraiment, à ce moment-là, on comprend que c'est lui qui est devenu le seigneur des enfers de George Lucas et que finalement, cette lumière qui disparaît, c'est la lumière à l'intérieur de cette personne qui aussi s'en va. Dark Vador est devenu l'ange déchu de cette saga. Il est devenu le seigneur des enfers de George Lucas. Mais elle, directement, d'ailleurs, après la visite de Obi-Wan, elle s'en va sur Mustafar, elle va retrouver Anakin, avec 3PO d'ailleurs, et on a justement notre cher Obi-Wan qui va s'incruster, s'infiltrer littéralement dans le vaisseau de Padmé pendant qu'elle s'en va, pouvoir confronter celui qui est devenu Dark Vador. Lorsque Padmé arrive sur la planète Mustafar, tout de suite Anakin capte, bien évidemment qu'elle est là, et il va tout de suite la retrouver. Lui, il la rassure tout de suite, elle lui raconte ce que Obi-Wan a dit, et justement, premier réflexe de Anakin, c'est de dire mais Obi-Wan veut te monter contre moi. Et c'est quelque chose qui lui ressemble pas du tout. Quand vous prenez depuis le début du film, c'est pas quelque chose qui lui ressemble. Padmé le sent bien. Et d'ailleurs, elle lui dit quoi? Elle lui dit non, non, il a envie de t'aider. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand Anakin entend de la part de Padmé que Obi-Wan veut l'aider, vous remarquez qu'il sourit. Heureux d'entendre ça, parce qu'au final, je pense qu'il se dit à ce moment-là tout simplement que son maître veut être là pour lui et qu'il comprend sa douleur. Alors que c'est absolument pas le cas. Avec tout ce qu'il a fait, là, on était à un point de non-retour, hein, fait ce qui est, mais il se dit que oui, il est enfin accompagné, je pense. Et il a eu l'espoir que Obi-Wan, justement, soit là pour lui. Sauf que là, pendant tout ce temps-là, continuellement, Padmé qui remet en doute, parce que la discussion commence à se tendre. Hein. Au début, la discussion était plutôt, j'ai envie de dire, douce entre les deux. Les inquiétudes étaient très vite réconfortées, etc. Mais au final, Anakin pète un plomb. Il lui dit, mais maintenant, je suis aussi puissant que l'empereur. On pourrait régner sur la galaxie, faire les choses comme on veut. On n'a plus besoin de fuir, etc. Padmé, elle est complètement traumatisée. Elle le reconnaît plus. Elle lui dit, d'ailleurs. Premier réflexe, encore une fois, de Anakin, c'est de dire, à cause d'Obi-Wan. Genre vraiment, on se retrouve dans une situation où Anakin est complètement fermé. Comme je l'ai dit, sur la scène précédente où on voit le crépuscule, on montre très clairement l'assombrissement de l'âme de Anakin Skywalker. Mais elle se met complètement à pleurer d'ailleurs, elle lui dit « Mais je ne comprends pas ce que tu dis, jamais été aussi malheureuse, tu vas dans une voie dans laquelle je ne peux m'engager. » Tout de suite, là, encore une fois, Anakin est en mode « À cause d'Obi-Wan ?» Et là, elle lui dit « Non, à cause de ce que tu as fait. » Et de ce que tu as l'intention de faire. Il lui dit arrête, je t'en supplie, je t'aime toujours, sauf qu'entre deux, Obi-Wan s'est présenté en haut du vaisseau, Anakin l'a grillé, et là il crie menteuse sur tout simplement sur Padmé, et puis là on se retrouve encore une fois sur une scène qui est pour moi extrêmement violente, avec Anakin qui étrangle Padmé sous le coup de la colère et de la rage. Et on l'a jamais vu jusque-là attaquer un de ses proches. On l'a jamais vu jusque-là être violent envers un de ses proches, et là il est très violent envers la personne qu'il a envie de sauver. Donc là on est vraiment, ça montre que clairement, Sidious lui a retourné le cerveau, vraiment. Et Obi-Wan va évidemment confronter Anakin, et là c'est le début de ce fameux duel légendaire. Pendant ce temps, évidemment, Yoda lui a pas chômé, il a été confronté le chancelier suprême alias Palpatine. Un duel a commencé, alors c'est un duel que j'aime beaucoup, mais qui en même temps je le trouve pareil pas exceptionnel parce que c'est vite stéréotypé. Le combat, toute la phase au sabre laser est pas extrêmement cool je trouve. Ce que j'aime plus c'est quand il commence justement à s'envoyer finalement les sièges des sénateurs pour les utiliser comme armes. Et au final, on se retrouve vraiment avec un double duel qui est
extrêmement important. Ce film, là, ces deux duels, c'est ce qui scelle le destin de la galaxie. Le duel entre Obi-Wan et Anakin, par contre, c'est un chef-d'œuvre. Déjà, actuellement, c'est encore le plus long duel qui existe dans la saga Star Wars, mais c'est aussi le duel le plus long de l'histoire du cinéma en termes de combat d'épée. Et ça, c'est vraiment quelque chose de cool, je trouve aussi, à mettre à son actif pour Star Wars. Mais encore une fois, la chorégraphie, comme je le disais au début, mais Hayden Christensen avec un sabre en main, j'ai jamais vu ça. Et on revoit jamais ça d'ailleurs. De tous les utilisateurs de sabre laser qu'il y a eu dans la saga, aucun ne manie le sabre laser comme Hayden Christensen. D'ailleurs, on a certaines personnes qui disaient qu'il aurait pu faire des compétitions olympiques justement de sabre, etc. Enfin, on est vraiment sur quelque chose. Il est balèze, quoi. Il est vraiment balèze. Et Obi-Wan, évidemment, Ewan McGregor, les deux se donnent en fait. Dans ce combat, les deux se donnent. Beaucoup y ont trouvé une surchorégraphie. Moi, j'ai trouvé que c'était une perfection ultime. Il y a même cette fameuse scène où les deux sont en train de s'échanger des coups un peu invisibles, qui ne contactent pas, et à la fin, justement, ils se rejoignent en une sorte finalement de confrontation pour au final se pousser avec la force. Bah, moi, je trouve que cette scène, elle est digne de ce qu'on doit voir dans ce duel. Ils font jeu égal. Sauf que ce qu'on constate bien dans ce duel, si on le décortique un petit peu, c'est que Anakin est extrêmement violent, très agressif et très offensif, là où Obi-Wan, lui, en réalité, il renvoie les coups. Il renvoie les coups, et quand vous regardez, durant toute la période du duel, à part la fameuse scène du high ground, à aucun moment il renvoie réellement les coups, il ne le frappe pas. Que malgré le fait qu'il doit accomplir son devoir, Obi-Wan est toujours sur la retenue. Et justement cette scène où Obi-Wan va tout simplement vaincre Anakin et lui trancher la jambe, le bras, sans ainsi uniquement son corps ainsi que son bras robotisé en train d'être là sur le magma finalement. Et là on a cette fameuse scène, l'immolation scène, qui est l'apogée je pense de l'acting de Christensen et de McGregor. C'est une scène qui encore une fois je pense dépasse le cadre du cinéma. Le discours de McGregor, le fameux « Tu étais l'élu, c'était toi !» Alors là, que ce soit la VF ou la VO, c'est exceptionnel. Hein. Bruno Choel, pareil. Et Bruno Choel et Emmanuel Garigeau ont fait un taf extraordinaire. Mais vraiment, on reste sur le jeu d'acteur de la VO. Époustouflant. Époustouflant, la musique aussi, encore une fois, qui accompagne tout parfaitement. Et Obi-Wan d'ailleurs, après tout ça, hein, parce que Anakin va se mettre à brûler, à être immolé justement, il va être là, oh là là, c'est... Pour moi, c'est... Même à raconter, en fait, c'est compliqué, je trouve, parce que pour moi, l'émotion de cette scène est tellement puissante bah, que c'est dur. En fait, c'est dur. C'est tout simplement dur, je trouve, d'en parler. Et justement, après, on a un Obi-Wan qui est détruit, qui est traumatisé, Padmé qui est extrêmement affaibli, qui demande tout de même comment va Anakin. On enchaîne avec justement Palpatine qui, lui, vainc Yoda. Enfin, ils font jeu égal, mais ça profite à Palpatine plus qu'à Yoda. Yoda qui annonce qu'il va partir en exil, bref. Enfin, les Jedi ont tout perdu, Palpatine a tout gagné. Vador va devenir tout simplement ce qu'il est destiné à être. Palpatine vient le récupérer d'ailleurs, hein, en fait, Vador concrètement aurait dû mourir hein, au moment où il est brûlé. Et d'ailleurs, on remarque bien que Obi-Wan n'a pas eu le courage d'aller exécuter son ancien apprenti finalement. Mais Vador, il va survivre grâce à sa haine. Grâce à sa haine, il va survivre à tout ça. Il va être récupéré. Et justement, Padmé, elle va être transmise sur Polis Massa pour donner la naissance et être soignée, entre autres. Et encore une fois, le montage est extraordinaire de la part de George Lucas, tout comme la mise en scène. Parce que là où Padmé va mourir, en fait, Anakin et Padmé vont mourir en même temps concrètement. D'un côté, vous avez effectivement Padmé qui donne la vie mais qui meurt. Et de l'autre, vous avez Anakin qui décède définitivement et qui se transforme en cette monstruosité, j'ai envie de dire, noire, qui est Dark Vador. Et d'ailleurs, dans la mise en scène de George Lucas, vous remarquerez que quand Dark Vador apparaît réellement à l'écran, parce qu'on a forcément ce moment symbolique énorme, avec la première respiration de Vador qui est juste extraordinaire, qui est époustouflante, un moment qui me donne des frissons encore maintenant, mais surtout après, lorsque vous voyez Vador apparaître petit à petit à l'écran et se redresser de sa table d'opération, on aurait l'impression de voir la bête de Frankenstein au final. Et c'est pour ça que je dis que justement, c'est extrêmement bien fait, parce que d'un côté, comme je l'ai dit, Padmé meurt et donne la vie, là où Anakin meurt et donne naissance à Vador définitivement. Cette monstruosité en armure noire qui deviendra plus tard le croque-mitaine de la galaxie, et comme je l'ai dit, le Seigneur des Enfers de George Lucas, puisque même dans l'univers étendu et dans la suite, le château de Vador se trouvera bien évidemment là où il a échoué, dans les enfers de Mustafar. Mais d'ailleurs dira avant de mourir qu'il reste du bon en Anakin. Alors ce bon, on mettra du temps à le revoir hein, dans la saga, c'est évidemment pour faire référence à ce qui se passera dans l'épisode 6, mais quand vous regardez toutes les années de terreur, bon sur le coup c'est peut-être pas le bon timing pour le dire. D'ailleurs la musique qui résonne au moment où les deux décèdent et où on voit Vador, justement comme je l'ai dit, se faire présenter comme la bête de Frankenstein, on a une musique en arrière-plan. Alors je ne sais pas si ce sont les paroles réelles de cette musique, mais en fait quand on décrypte un petit peu, on a l'impression que les paroles disent « I am a Sith Lord and I couldn't save her ».
En gros, ça veut dire je suis un Sith et je n'ai pas pu la sauver. Finalement, c'est quelque chose, je trouve, d'hyper dramatique si c'est bien le cas. J'ai pas envie de dire que c'est la réalité parce qu'honnêtement, j'ai pas trouvé d'article qui en parlait. Mais c'est vrai que quand on prête un petit peu l'attention et qu'on tend un peu l'oreille, on se rend compte que les chœurs qui suivent la mort des deux personnages et la naissance de Vador, eh ben, prononcent cette phrase. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez entendu la même chose que moi. D'ailleurs, si vous voulez revoir cette musique, enfin plutôt la réécouter, vous pouvez la trouver sur YouTube facilement en tapant The Birth of Twins ou encore The Birth of Vader. Leur premier réflexe de Vador, c'est de demander comment va Padmé, si elle est en sécurité, si tout va bien. Et là, Palpatine lui dit, bah dans votre colère, vous l'avez tué. Et là, il y a un pétage de plomb complet de la part de Vador. Palpatine qui lui sourit comme un enfoiré, faut dire ce qui est. Et justement, il se rend compte qu'il a tout gagné parce qu'en plus, en éliminant Padmé, bah ça lui fait une épine en moins dans le pied, quoi, finalement. Ça prouvera justement, parce que si Padmé était restée en vie, imaginons, ce qui se serait forcément passé, c'est que Padmé aurait sûrement été très très récalcitrante à l'idée justement de voir ce qui se passe avec Dark Vador. Palpatine n'aurait pas pu en disposer comme il le souhaite. Là, lui, tout baigne. Tout baigne. Là, le contrôle de la galaxie, les Jedi ont été détruits, et surtout, son apprenti lui est complètement dévoué. Évidemment, ensuite, on suit le Tentative 4, qui va rapatrier finalement le corps de Padmé sur Naboo, planète natale du personnage. Et justement, tout de suite, on va se mettre en place un protocole pour savoir comment vont être gérés les enfants et surtout qu'est-ce qui va advenir de nos protagonistes restants. Donc on apprend que Bail va récupérer la fille de Anakin, et tandis que Obi-Wan, lui, va être chargé de veiller sur Luke sur Tatooine et va partir en exil là-bas, tout en le déposant bien évidemment dans sa famille, donc chez Owen à ce moment-là. Avant ça, Yoda aura une dernière leçon à donner à Obi-Wan, celle pour communiquer avec Qui-Gon qui a réussi à revenir d'entre les morts via la force justement. C'est assez dommage parce que la scène où Yoda est censé communiquer avec Vador sur Polis Massa, eh ben elle a été coupée en fait dans le film, on ne voit que la fin de cette scène sans les paroles de Qui-Gon et je trouve ça un peu dommage. Bref, s'enchaîne alors avec les funérailles de Padmé Amidala, un ton extrêmement noir, on voit d'ailleurs les personnages de Jar Jar Binks, on voit la famille de Padmé et on sait aussi d'ailleurs maintenant grâce à Tales of the Jedi que Ahsoka Tano était présente elle aussi et vraiment cette scène elle est pareil, en fait elle est dans la lignée du film. Elle donne envie de chialer, faut dire ce qui est. Et surtout que, encore une fois, George Lucas, mise en scène, exceptionnelle. La transition, alors en fait, on va avoir justement ce plan où on voit Padmé dans son cercueil, finalement, avec le fameux pendentif que Anakin lui a offert dans l'épisode 1. Donc vous voyez, tous les détails qui ont été mis au cours de cette prélogie ont tous eu un sens. Et justement, cette transition, elle se fait, puisque à ce moment-là, on va faire comment dirais-je, on va faire un fondu très clairement sur ce pendentif, qui va ensuite afficher un destroyer impérial, faut dire ce qui est, bon, qui est encore un Venator à ce moment-là, mais qui a changé de couleur, ils ne sont plus rouges comme au début, là ils sont vraiment gris, et les V-Wing des clones ont pris le bruit des chasseurs TIE. Bon, c'est quelque chose qui est fait pour marquer le changement vraiment d'air, et là justement on va voir Vador qui se balade sur le pont justement du croiseur où l'empereur est déjà en train de parler au début avec le fameux Moff Tarkin, face à la fameuse étoile de la mort, et là on a encore un plan qui est mythique, où on voit l'empereur au premier plan, et en second plan on voit Vador qui est là, les bras croisés. Exceptionnel, exceptionnel, la mise en scène vraiment dans ce film, il n'y a strictement rien à redire. Évidemment ensuite on a ce fameux, justement on va voir Bail Organa qui va arriver sur Alderaan avec l'enfant pour le remettre à sa femme, bref un moment assez mythique, mais ce qui nous intéresse c'est surtout la conclusion de ce film, puisque Obi-Wan va lui arriver le désert du Jundland, à la ferme de Owen Lars, pour remettre Luke Skywalker, et vraiment parfait, dernier plan, dernière scène pour conclure cette prélogie, les Binary Sunset, comme on avait dans l'épisode 4 finalement, avec Owen et Beru qui regardent au loin avec Luke dans leurs mains. Extraordinaire, George Lucas a conclu sa prélogie. Encore une fois, ma critique sur le film, comme vous l'avez compris au niveau du scénario, moi je trouve que l'épisode 3 c'est clairement le meilleur Star Wars, pour moi c'est le meilleur Star Wars qui n'a jamais été fait, tout est parfait, c'est le Star Wars ultime, vraiment, j'insiste sur ce mot. Et encore une fois, il y a des aspects que j'ai pas encore discuté, justement, j'ai pas encore pu en parler, puisque c'est des aspects plus techniques, mais vous regardez la CGI de ce film, elle est extrêmement forte, ça met une branlée actuellement à certains films Marvel, ou même au dernier Star Wars, je trouve. Franchement, c'est extraordinaire. Évidemment, après la CGI, j'aimerais parler forcément de la musique, comme je l'ai dit, pour moi c'est une masterclass tout au long du film, les émotions qu'elle transmet, elle complémente parfaitement le film finalement, et ça suit un peu ce que disait George Lucas tout au long de sa carrière, c'est que le cinéma, c'est 50% d'images et 50% de son. Et le détail, justement, des sons dans ces films, que ce soit le 1, 2, 3, est toujours extraordinaire. Et la bande originale qui suit les films est elle-même super puissante à chaque fois. Que ça soit Anakin Betrayal, que ça soit Battle of Heroes, que ce soit Anakin vs Obi-Wan, que ce soit Anakin Dark Deeds, enfin bref, l'album de ce film est exceptionnel. Évidemment, le jeu d'acteur est extraordinaire. Vous regardez Hayden Christensen, pour moi il livre une performance qui est magnifique.
Et d'ailleurs, il avait eu certaines nominations pour cette performance. Sa performance en tant qu'Anakin Skywalker, elle est indélébile. Vous regardez encore maintenant, personne ne voit quelqu'un d'autre que lui. Ce film a traumatisé une génération et en traumatisera encore d'ailleurs. Et même Ewan McGregor, quel acteur! Quel acteur! Et Ian McDiarmid, comme je le disais, a été mis en avant et on a vu toute l'étendue de son jeu d'acteur qui est vraiment exceptionnel. Mais franchement, moi je trouve que Hayden a crevé l'écran dans ce film. Et justement, c'est dommage que suite à Star Wars, il n'ait pas eu une carrière aussi prolifique. Pourtant, j'ai regardé les films. Jumper, c'était pas terrible, mais il y a eu quand même des bonnes pépites. Que ce soit Awake, que ce soit Croisade aussi, que j'avais beaucoup aimé. Bref, il a fait quelques films à bas budget certes, mais qui ne sont pas forcément des mauvais films. Nathalie Portman, comme je le disais dans la critique de l'épisode 2, je l'ai trouvé un peu à contre-courant par moment, mais dans l'épisode 3, rien à dire. Elle a joué juste. En fait, tous les acteurs étaient à leur prime, et on sent que les acteurs étaient justement impliqués dans le personnage, ils avaient envie de donner la meilleure performance d'eux-mêmes. Ça s'est senti à travers même le duel entre Obi-Wan et Anakin qui est parfaitement chorégraphié. Grosse félicitations aussi à Nick Gillard, qui a été le coordinateur des cascades justement durant toute cette trilogie, et notamment sur les duels. Et ça nous a offert des duels comme Duel of the Fate, comme justement Battle of Heroes, enfin bref, grosse félicitations, on n'a pas retrouvé des duels aussi performants depuis. Enfin bref, pour moi ce film c'est un monstre sacré du cinéma, j'ai pas peur de le dire. C'est pour moi le meilleur Star Wars comme je le disais, et d'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Hayden Christensen en 2023. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une petite vidéo tranquille, hein, dans un journal de bord où je vous raconte comment ça s'est passé, tout ce genre de choses. J'ai eu la chance de le rencontrer, évidemment, j'ai pas manqué de lui dire que justement c'était une légende quoi. C'était une légende et c'était vraiment un super moment d'ailleurs. C'est pour ça que je pense que je vous ferai une petite vidéo là-dessus directement. Mais en tout cas, ouais, cet épisode 3 pour moi il compte beaucoup parce que je pense que comme je l'ai dit, Star Wars étant ma licence préférée, c'est littéralement pour moi le meilleur film qui a été fait sur cette licence. C'est aussi un grand film de cinéma. Pour moi, George Lucas, il a montré, il a fait taire tous ceux qui disaient qu'ils savaient pas faire de film, justement. Pour moi, cette prélogie, pour faire un petit peu le bilan de tout ça, elle est extrêmement complète. Elle est même plus complète, je pense, que la trilogie originale. Et pourtant, la trilogie originale a vraiment des super qualités. Même si George Lucas n'a réalisé que Star Wars épisode 4, elle est extrêmement bonne. Il n'a pas réalisé la suite, mais il a très bien écrit tout ce qu'il fallait. Mais je trouve que cette prélogie, vraiment, elle est magnifique. Elle est exceptionnelle et elle parle aux gens de ma génération. Peut-être qu'elle n'était pas destinée aux gens précédents, ceux qui l'ont détruite d'ailleurs, les fameux puristes. Mais en tout cas, les gens de ma génération, rares sont ceux qui vous diront que c'est des mauvais films. Finalement, je dis ça, mais même dans les générations plus anciennes, on a tout de même des gens qui ont adoré ces films de la prélogie. Je pense que malheureusement, en fait, ces films ont bénéficié d'une extrême mauvaise foi de la part des fameux puristes, hein, comme je le disais, eux, c'est vraiment les personnes que j'aime le moins dans la communauté Star Wars, les fameux puristes qui connaissent tout Star Wars, mais qui n'aiment rien à part les 3 premiers films. Donc c'est quand même toujours une sacrée ironie d'ailleurs quand on les entend parler, parce que ce seront les plus grands fans selon leur propre dire. Je pense que ces films du coup ont bénéficié, ou malheureusement ont eu les conséquences de ce qu'on appelle maintenant un phénomène qui est très classique, malheureusement au cinéma, que l'on nomme les majorités silencieuses et les minorités bruyantes. Et voilà, pour moi c'était donc un plaisir de faire ces vidéos qui ont été beaucoup plus longues que celles que vous avez été accoutumés à voir sur la chaîne. C'était volontaire, c'était clairement volontaire parce que pour moi ces films je ne pouvais pas me contenter de tout synthétiser en un quart d'heure. Je ne pouvais pas, je ne pouvais juste pas parce que ça me tenait vraiment à cœur. Vous commencez à me connaître, quand des sujets me tiennent à cœur, c'est dur pour moi de faire des vidéos très courtes. Je vous invite bien évidemment à l'aimer cette vidéo parce que c'est des vidéos qui me demandent beaucoup de travail, que ce soit en termes d'analyse parce que je revois les films, je dois prendre des notes, etc. Enfin bref, c'est tout un travail là-dessus. Il y a aussi le montage, il y a aussi l'enregistrement qui prennent énormément de temps. Merci à tous ceux qui justement partageront ces vidéos, me donnent leurs avis en commentaire, vont s'abonner. Merci à ceux qui vont aussi, comme je l'ai dit, aimer cette vidéo, c'est très important. Le format avec 1 heure de vidéo reviendra, bien évidemment, pour d'autres films, pas que du Star Wars. Ça va continuer avec des films, des grands classiques, j'ai envie de dire. Pas pour l'instant, on va retourner sur un format un peu plus classique pour la suite des vidéos, parce que je pense que j'ai besoin d'un petit peu de repos sur les grandes vidéos comme ça, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. En tout cas, j'espère que toute cette mini-série sur la prélogie, si vous souhaitez voir d'autres films, n'hésitez pas à m'en suggérer en commentaire. Si vous souhaitez même que je le fasse pour la trilogie originale et la postlogie, pareil, commentaire les amis, c'est là pour ça, vous pouvez me suggérer des choses, donner votre avis, enfin bref. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. D'une manière plus large, merci à tous de suivre la chaîne et d'avoir suivi cette série. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Louitos. Salut à tous.